Un match nul au parfum de victoire pour Everton ce soir et un match nul qui pue la défaite côté Arsenal. C'est le résumé que je me permets de faire de cette rencontre. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arsenal French Club, le podcast. Ce soir, on débriefe de la rencontre qui opposait Arsenal à Everton. Match qui se jouait à l'Emirates. Et pour débriefer de cette... est-ce que j'appelle ça une rencontre de foot? Allez, on y va quand même. Pour débriefer de cette rencontre, avec moi, un des rédacteurs de l'Asso, j'ai nommé Jonathan. Salut Bonsoir Jonathan. à tous. Salut. Oh, j'aurais presque pu te dire bonne nuit, vu l'heure qu'il est chez toi. Et quelqu'un que je suis très content d'avoir avec moi ce soir, parce que j'ai plein de choses à lui dire. Thomas des Artilleurs. Salut Thomas. Salut les gars. Bon, messieurs, je suis presque vraiment au regret de vous recevoir dans cet épisode après un match comme on vient de le voir. Mais c'est aussi ça le jeu de débriefer de rencontres, même quand on est énervé, parce que ça s'entend peut-être pas, mais je suis vraiment, vraiment, vraiment très, très, très énervé, en colère. Genre, j'ai envie de tout casser chez moi. Seul point positif, j'ai fait mon sapin de Noël et ça m'a permis de me calmer un petit peu. Mais ouah, quelle purge. Et on va essayer quand même d'en débriefer. Euh, il y a des matchs où, lors de débrief, on arrive toujours à, et on va essayer, à ressortir du positif, à peut-être pointer ce qui a un peu moins bien marché. Et c'est d'ailleurs des fois ce que l'on nous reproche dans nos podcasts. Certains parlent de critiques non constructives et non argumentées. À ceux qui nous écoutent, vous doutez bien qu'après un match comme ça, il y a quand même de fortes chances que l'on pointe du doigt beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné et par contre, on va quand même essayer de les argumenter. C'est la moindre des choses. Messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, votre petit instant passion, le coup de gueule, le coup de cœur, si vous en avez, je vous écoute. Jonathan, tu te lances? Pour moi, ça va être simple. Pour moi, c'est l'incapacité d'Arsenal à capitaliser sur des moments clés, comme ce soir, comme la semaine dernière. La semaine dernière, Everton-Liverpool ou Liverpool-Everton, je sais plus, est reporté. City fait un nul. On a la capacité de faire un petit break, pas spécialement avec notre dauphin, mais du moins avec l'ogre de ces dernières années. Ce soir, City finit à 2-2. On a l'occasion de reprendre des points. Bon, On on va n'en fait appeler, pas alors non plus. Liverpool. Liverpool, pardon. on va résumer Liverpool, ça, pardon. on va résumer ça et on va appeler ça les opportunités manquées. Est-ce que ça te va? Ouais. Voilà. Ouais, Et ouais, les opportunités manquées pour réussir à capitaliser sur des moments ouais, comme ça où on peut le faire. Et ce soir, on n'était pas très loin, mais ça ne s'est pas. garde les arguments pour après. Si tu t'énerves tout de suite, ça va pas aller. Laisse-moi m'énerver en premier. Euh, Thomas, de ton côté, est-ce que peut-être un coup de cœur aussi, hein? Je sais pas moi. Non, j'avoue, j'ai pas de coup de cœur là. C'est moi, c'est T'as pas fait ton sapin de Noël aujourd'hui? il est déjà fait. Il est déjà Ah, fait. Non, moi, c'est manque d'humilité. Manque d'humilité de l'équipe. ok. Tu penses qu'il y a eu euh, un abus de De certitude et confiance. de supériorité dans ce match-là? Ouais, abus de Ok. confiance. Pour moi, c'est ouais. Ah, ok, très bien. Eh ben, ça donne déjà de la matière et ça annonce déjà un petit peu de quoi va être composé ce débrief. Messieurs, je vous propose d'attaquer avec la composition du jour. Euh, Somme toute assez plaisante pour ma part, à part un élément, mais je vous laisserai la parole. Alors, dans les buts, comme toujours, David Draya, défense à 4 avec Timber à droite, Saliba Gabriel dans l'axe et la deuxième titularisation de Lewis Kelly en deux matchs. Au milieu de terrain, Declan Rice qui retrouvait son poste de prédilection en 6 avec Merino
en 8 et Ødegaard pour compléter ses milieux de terrain. Et défense, on va dire, somme toute traditionnelle côté Arsenal avec Martinelli à gauche, Saka à droite et Kyle Havertz en pointe. Messieurs, votre avis sur cette composition et qu'en avez-vous pensé? Je pense que là, au niveau de la compo, on peut s'estimer, on peut s'estimer heureux. Enfin, c'est sympa. On a MLS qui confirme et qui reprend le couloir gauche. Moi, j'étais assez content de ça au niveau de la ligne défensive. Le retour de Gabriel, qui fait plaisir aussi. Après, pour moi, la titularisation de MLS à gauche, euh, au niveau du milieu de terrain, malgré que je sois content que Merino ait pris du temps de jeu et ait pris de l'exposition, j'aurais quand même vu un truc un peu plus senior avec Partey en 6, Rice à gauche, Odegaard en 8. Et enfin, pour moi, c'était ça en fait. Si MLS devait commencer, il devait avoir devant lui un milieu senior. Et là, pour le coup, bah, Arteta a voulu titulariser son milieu de prédilection, enfin, celui qui est prévu pour la saison 2024-2025. Et bon, bah, pas de souci. Mais j'avais un petit hic là-dessus. Et après, bah, je sais pas, je me suis dit, bah, à gauche, ça fait un petit moment qu'on n'arrive pas à trouver la bonne solution entre Trossard et Martinelli qui alternent très régulièrement. Et on a un Havertz qui a fait un match pas trop mauvais contre Monaco. Alors, c'est une question, hein, pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas Jésus à gauche, quoi? Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas Jésus à gauche? Et qu'on lui donne un peu plus de champ. On sait qu'il aime bien partir sur le côté pour rentrer derrière. Ça aurait pu être intéressant. Voilà Sachant pour que moi c'est ce que vrai j'en que pense en tout cas. Gabriel à gauche, c'est une réflexion qu'on a quand même depuis un certain temps, notamment sur le Discord de l'assaut pour certains. Et sachant que, il a déjà évolué à ce poste-là, que ce soit à City ou chez nous, et que dans un côté gauche quand même assez décevant, avec une alternance Martinelli-Trossard qui ne donne toujours rien de bon, c'est une Bah, question que l'on pouvait se poser. Je suis d'accord avec toi, et de autant, toute façon, on va y... Ouais, dis-moi. autant Jésus, ça n'a pas fait assez pour passer devant Havertz dans la hiérarchie du 9. Autant sur le côté à gauche, Non, 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 la mais concurrence, c'est quand même. je te rejoins. Et c'est ce que je dis, c'est que cette hypothèse-là de tester Gabriel à gauche comme étant éventuellement un numéro 3 possible, pour challenger en tout cas Trossard et Martinelli, c'est quelque chose que l'on voit pas pour le moment. Mais on va y revenir. Thomas, de ton côté, tu en as pensé quoi de cette compo? Tu étais plutôt confiant ou est-ce que tu as des choses qui te semblaient peut-être... Je peux pas parler d'incohérence parce que quand on regarde quand on regarde le 11 de départ, somme toute, il est cohérent. Mais est-ce que tu avais peut-être toi d'autres attentes? Est-ce que, bah voilà, dis-moi, tu en as pensé Hmm. quoi? Non, 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 moi j'ai trouvé la formation intéressante, surtout qu'on a vu des choses qu'on attendait de voir aussi depuis quelques temps, le retour de Timber à droite, la confiance qui est confirmée dans un jeune titulaire, donc avec Lewis Skelly qui enchaîne, donc ça c'était quand même très chouette, c'était quand même quelque chose surprenant même de la part d'Arteta de le voir reprendre. Ça permettait de faire souffler un peu Partey, donc c'était plutôt pas mal en sachant que dans cette défense-là, ça reste l'hécatombe. On était avec, je regardais là, un 3, 4, 4 défenseurs absents. Donc voilà. Après au milieu de terrain, je trouvais ça bien aussi de euh, revoir ou à peine voir. Je pense qu'on a à peine vu ce trio là, Rice, Merino, Odegaard, revoir Rice en 6. C'est vrai que c'était plus sympa d'arrêter de le voir en 8. Et puis après devant assez logique, même si sans refaire tout de suite le débat sur Martinelli Trossard, euh, pour moi il y a aussi Sterling qui est sur le banc qui pourrait être essayé, testé parce que pour moi en vrai il y a rien qui empêche de faire d'essayer Sterling qui est son poste de prédilection à la base, c'est l'ailier gauche. Et aujourd'hui moi je vois ni Martinelli ni Trossard, on a l'impression que c'est là. La course entre les deux pour savoir lequel fera le moins bon match, ça se nivelle vers le bas. Je pensais pas qu'une concurrence pouvait autant se niveler par le bas.
Donc oui, Jesus, le pilier gauche, franchement, pour moi, ouais, j'ai pas de mots par rapport à ça. Ça manque trop, mais voilà, mon avis sur la compo. Ouais. Alors, je rejoins Jonathan sur la partie Gabriel Jesus à gauche, pour ma part, le pourquoi pas. Et encore une fois, il faut aussi que nos auditeurs sachent quand même que on n'attend pas que les matchs soient terminés pour prendre position sur un 11 de départ annoncé, etc. On discute souvent entre nous avant le début de la rencontre et que finalement, bah, on ne fait que vous répéter ce que l'on se dit un petit peu en privé. Donc du coup, on pourrait nous dire, ouais, c'est simple, si on avait gagné, on aurait dit super choix tactique de d'Arteta. Le fait qu'on fasse match nul, on peut critiquer. Non, non, on vous répète vraiment notre ressenti à l'instant T quand la compo elle sort. Et je compléterai juste ce que vous avez dit en disant, oui, effectivement, le 11 semble cohérent puisque Timber revient à droite qui est euh, pour moi, sa position privilégiée, c'est là où il est le meilleur. Le fait de voir la deuxième titularisation de MLS qui a fait un très bon match mercredi, c'est plutôt réconfortant. Euh, Moi, le seul hic, mais du coup, je vais forcément revenir sur ce joueur-là et ne m'en voulez pas de vouloir appuyer là où ça fait mal, mais sur Merino. Moi, j'ai annoncé que Merino, il n'était pas au niveau. Jonathan, on s'est encore rappelé, même, je crois que c'était hier ou avant-hier, on a parlé longuement de Merino. Pour ceux qui suivent les podcasts, que ce soit les émissions spéciales que l'on a pu faire pendant le mercato avec l'arrivée de Merino ou tout au long de la saison, puisque là, on va quand même faire notre 45e podcast depuis le mois de juillet. C'est quand même pas déconnant. Mon avis sur Merino, il est très linéaire et j'essaie d'argumenter à chaque fois n'en déplaise à certains, et je dis qu'il n'est pas au niveau. J'ai dit très rapidement qu'il n'entrait pas dans la stratégie du club que Edu voulait mettre en place. Et excusez-moi, messieurs, mais sa première mi-temps, même son match, ils sont éclatés. Merino, il était perdu dans une position qui ne doit pas être la sienne visiblement. Soit il comprend pas ce que le coach lui demande, soit il n'a pas les déplacements autour de lui qu'il faut, soit il ne fait pas les bons déplacements. Personnellement, j'ai mon avis, mais il est éclaté. Et moi, ce que j'avais annoncé lors du dernier podcast, en tout cas demandé à voir et que j'ai pu répéter lors de nos derniers échanges avec les uns et avec les autres, sur un match comme Everton, moi j'aurais adoré voir Rice en 6 et Ødegaard, Nwaneri devant lui. Nwaneri côté gauche et Ødegaard côté droit. Pour déjà équilibrer nos forces offensives, parce qu'elles sont quand même déjà déséquilibrées, d'une part entre Saka et Martinelli, et entre Ødegaard et Merino, mais je crois que ça n'arrivera pas. Voilà, tout simplement. Maintenant, on avait un 11 de départ, messieurs. Je rappelle quand même qu'on jouait le 15e de Première Ligue. Je rappelle également que j'ai l'habitude de dire qu'aucun match n'est facile en Première Ligue. La preuve en est, c'est QFD, mais quand même, il y avait moyen de mieux faire. Et on va s'attarder. Bah, s'attarder, c'est pas le mot, parce que je disais à Jonathan en t'attendant, Thomas, c'est la première fois. Généralement, je prends toujours des notes, tu sais, pour les moments clés, les occasions sur lesquelles il faut revenir, etc. J'ai une page blanche. Sur ce match-là, j'ai une page blanche. Je me suis ennuyé, j'ai pas réussi à vibrer, je me suis pas dit, ah ben je vais revenir là-dessus. Il n'y a rien. Donc, je compte quand même sur vous, messieurs, pour peut-être pas me décrire, mais déjà me parler du sentiment que vous avez eu à la mi-temps, une fois que les 45 premières minutes étaient passées, ou les 48 premières minutes, sachant que la stat vient de Louis, je crois que c'était 73% de possession en première mi-temps. Donc, posséder n'est pas gagné. Posséder n'est pas forcément dominé parce qu'on a quand même fait beaucoup de passes à 10 et on a quand même beaucoup joué à la baballe. Mais bah voilà, je sais pas, dites-moi, la première mi-temps, vous l'avez ressenti comment, messieurs? Vous en avez pensé quoi? Bah, au niveau du score, bon, elle est ce qu'elle est, mais après, au niveau de l'animation de l'équipe, je l'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé ça trop vilain. Moi, j'ai trouvé que c'était assez fluide, ça fonctionnait bien. En défense, enfin, bon, de toute façon, tu as donné la possession à 73%, donc
Et on sait que bah, à la fin du match, Everton a un tir et ils sont à 0,17 XG. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, hein, c'est qu'ils n'ont rien fait. On a eu vraiment le ballon tout le temps. Ça a bien fonctionné. Moi, je trouve que c'est dans le dernier tiers où on a essayé, sans vraiment trouver la clé. Et bah, c'est un peu symptomatique de ce qui s'est passé en fin d'année 2023 ou début d'année 2024 avant le trip à Dubaï, où on avait le ballon à fond, on essayait, il n'y avait rien qui rentrait. Là, on finit le match, on a 1,58 XG. Donc, donc c'est dommage, quoi. On avait l'occasion de faire un peu le trou, ne serait-ce qu'au niveau des points, hein, pas spécialement au niveau de la différence de but, mais on n'a pas su concrétiser. Alors qu'on avait un 11 qui est pas loin d'être le 11 titulaire. Enfin, à part Calafiori en arrière-gauche, on pouvait rien rêver de mieux au niveau du 11 de ce soir, quoi. Mais moi, je suis même pas d'accord avec toi. Je suis même pas sûr que Calafiori il est au-dessus des Menez aujourd'hui. Vraiment. Enfin Je- bref, pardon. Ok, ouais, ouais, mais... un autre sujet, mais non, mais après, je rejoins le fait que les titulaires, en tout cas, une partie des titulaires n'étaient pas au niveau. Peut-être tu peux revenir sur la première mi-temps. Euh, sur Merino, je suis moins d'accord. Je trouve que Merino Martinelli, 30 premières minutes, je trouvais ça très bien. Ah Beaucoup de ouais? mouvements, beaucoup de réussite. Bah, Martinelli, il a toujours fait ses trucs un peu pourris, mais je trouvais que l'animation à gauche, on leur a donné un peu plus de billes. Ils ont fait des choses avec MLS derrière, c'était pas trop mal. Sauf que bah, ça finissait pas. Ça finissait par un mauvais geste, ça finissait par. Mais voilà, on a une bonne passe qui arrive sur Odegaard à un moment donné là, avec sa frappe qui part au-dessus. On a une ou deux occasions qui viennent de la gauche à ce moment-là, et j'étais surpris que, tiens, on passe un peu plus à gauche, on essaie un peu plus, il y a des mouvements un peu plus intéressants, même si évidemment c'est pas aussi fluide qu'à droite. Ça reste des joueurs, là je regardais un peu Merino, le nombre de matchs qu'il a démarré depuis le début de saison, le nombre de matchs où il a enchaîné 2 matchs de suite. Je crois que c'est peut-être la deuxième fois qu'il enchaîne 2 matchs de suite depuis le début de saison, toutes compétitions confondues. Donc ça me paraît aussi injuste de le juger dès maintenant sur le niveau. Je pense que c'est pas un joueur qui a forcément vocation à être titulaire tout le temps et que je pense qu'on n'a pas encore tout vu de son niveau. Moi, ce qui m'embête plus, c'est que là, il se retrouve aussi avec un Martinelli qui ne conclut pas un certain nombre d'actions. Donc c'est aussi toujours compliqué de, bah, voilà, de déplacer, de faire des mouvements, parce qu'on voit qu'il fait beaucoup d'appels sur son space gauche là. On voit qu'il arrive à chaque fois à essayer de proposer des choses, et je trouve qu'il a fait de manière pas trop ridicule. Par contre, j'ai trouvé que ça s'est dégradé vraiment au fur et à mesure du match. Techniquement, il y a eu des moments où il avait des situations et où c'est pas passé. Mais on a voilà, malheureusement des des choses qui se concluent pas à gauche et qui continuent de toujours évoluer avec toujours un arrière-gauche différent, avec un ailier qui fait toujours la même chose et du coup c'est compliqué surtout quand en face t'as Ashley Young quoi, 38 ans, 39 ans et qu'à aucun moment t'as l'impression qu'il essaie de le prendre de vitesse quoi. Donc non, ça c'est vrai que c'est compliqué de voilà, d'essayer d'obtenir autre chose avec ça. Mais je trouve que dans cette première mi-temps, en tout cas à gauche, j'étais agréablement surpris et je reviens pas sur ce qu'a dit Jonathan. Il y a eu des choses, il y a eu des. Je crois que c'est là qu'il y a eu. Moi, j'ai vu que les actions un peu les plus intéressantes et début de deuxième. Et sauf que, ouais, dans la surface, il y a Ouais. pas de tranchant, il n'y a pas de volonté de marquer, il n'y a pas de. Mais alors, Alors, enfin, Thomas, je suis d'accord avec ton analyse sur le fait qu'il faut pas, on peut pas juger Merino par rapport à ce qu'on a vu pour l'instant. Il a eu trop peu de temps de jeu, il a trop peu été dans son élément et son élément qui est Rice derrière lui, Odegaard à droite. Il est arrivé au mois d'août, il s'est fait l'épaule. Quand il est arrivé, il était prêt, c'est Odegaard qui s'est blessé, donc ça rechange un peu la donne. Ah oui. Le, Si... le problème, c'est que c'est un joueur qui a un tag price de 32 millions d'euros, qui a l'âge qu'il a et qu'avec lui, on peut pas se permettre d'être patient. Enfin, si, il faut être patient, mais on Oui, n'a pas le temps, les gars. il devait être on, performant tout de suite, ça je suis d'accord. On n'a voilà, pas le Dans temps. l'idée, il devrait être performant plus vite. on a cette impatience de le voir, OK, I want something now, quoi. Et moi, c'est un commentaire que j'ai envoyé il y a 2 jours à Raoul pendant le match contre Monaco. Alors, on t'en parle comme un monstre de duel, ces choses-là, ce que j'ai pas encore vu. J'ai pas encore vu un monstre de duel.
Hmm. Et moi, en plus, il a un physique qui est un petit peu atypique. Il est grand, il a des grandes épaules. Et moi, j'ai l'impression de voir un éléphant dans une boutique de porcelaine, en fait, à chaque fois. Parce qu'on a Haute-Garde de son côté qui est soyeux, c'est fluide, c'est clinquant. Et lui, ça arrive beaucoup plus brut de pomme, quoi. Et du coup, enfin, je sais pas, pour moi, ça saute aux yeux. Et du coup, ça casse la fluidité. Alors, ça arrange pas non plus qu'il soit avec un arrière gauche qui change tous les 15 jours et avec un ailier gauche qui change aussi tous les deux Hmm. matchs. Et un rôle surtout, Mais ouais. C'est vrai que c'est et un rôle donc, entier qui change. Pardon, je te coupe, vas-y. oui, non, non, mais absolument, c'est un rôle entier qui change. Et du coup, on a quand même cette impatience de le voir. Ok, on peut pas attendre Hmm. qu'il ait 32 ans pour le voir performer, quoi. Il faut que. Oui, moi ce que je veux dire par là, c'est plutôt de dire, en fait, ce que vous avez dit juste avant, c'est-à-dire autour de lui, et y compris à part aussi Lewis Kelly, il n'y a que des titulaires autour, que des gens qui connaissent les systèmes depuis 1, 2, 3, 4, 5 ans, qui sont autour. Et ça me paraît toujours un peu facile de tomber sur le joueur qui est un peu plus en difficulté, qui n'a pas autant de matchs que les autres, on sait très bien qu'il y a une adaptation qui est compliquée dans le système d'Arteta. Moi, je veux bien taper sur plein de gens, mais je trouve que c'est un peu facile. En plus, il n'a pas fait de boulettes spécifiques, il n'a pas craqué des occasions à foison. Il a été, voilà, il a été perdu sur le terrain, ça, je suis d'accord. Moi, de temps en temps, je l'ai trouvé à des positions. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et voilà, c'est ça que je veux dire par là, c'est de dire, il Oui, y a bien plein de sûr. gens à blâmer aujourd'hui, mais ne nous focalisons pas sur un gars qui, pour moi, a encore, oui, on veut que ça aille vite, oui, on veut que ce soit performant tout de suite, je peux comprendre, mais, voilà, ça reste un gars qui vient d'un autre championnat, qui vient de d'autres trucs. Alors, on peut dire que c'est des excuses, mais je pense qu'on sous-estime souvent l'adaptation d'un joueur, surtout l'adaptation d'un joueur qui vient euh, comment dire, qui a démarré sa saison avec une blessure de quasiment 2 mois. Donc voilà. Mais j'espère qu'on va prendre tout ce temps aussi pour critiquer tous les autres joueurs qui méritent bien Ah non, plus mais pour moi on va y tu vois, venir, ne le t'inquiète temps. pas. Et je savais que j'avais besoin de toi aujourd'hui, tu vois, je savais que tu allais m'apporter de la douceur, de l'optimisme, là où moi je n'en vois plus aucun. Mais non, Hmm. mais alors, je vais te C'est plus que préciser. je choisis les balles. Je choisis les balles que je vais tirer. C'est plus ça. On attend tes flops avec impatience, quoi. Non, mais en fait, Ah, en fait, si tu veux, moi, de pointer notamment Merino sur ce match-là, que j'ai trouvé très en difficulté, en fait, c'est pas tant critiquer le joueur, c'est de revenir au fait que, encore une fois, pour moi, le mercato, il est planté. Merino n'est pas le joueur qu'on nous a décrit, ce n'est pas le top player que l'on attendait. Et quand je dis le top player qu'on attendait, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais considéré Merino comme un top player. Mais on attendait, en faisant 2 fois second de PL, à avoir un recrutement peut-être un peu plus judicieux. Alors après, est-ce qu'on avait les fonds, pas les fonds, etc. Le sujet est vaste, je vous l'accorde. Néanmoins, ça prouve que Merino n'est pas un top player dans cette équipe-là. Je vous l'annonce qu'il ne le sera jamais. Si on m'avait décrit Merino au moment du recrutement en disant c'est un remplaçant d'El Neni pour faire des bouts de match, ok. À 32 Elneny qui a millions, jamais été titulaire Elneny qui n'a jamais été titulaire chez nous, hein, mais ouais, voilà. non, qu'elle n'a jamais été titulaire. Bon, ok, si, à un moment donné, mais quand elle était beaucoup plus jeune, mais qui n'a, comment dirais-je, euh, à 32 millions, un super sub ou un milieu de terrain de deuxième choix en PL, c'est pas quelque chose qui est très cher. De toute façon, tous les prix, dès que tu vas en PL, de toute façon, les prix ils sont doublés. Mais c'est juste pour dire que, voilà, encore une fois, on a, la fanbase avait ou a peut-être encore des attentes sur Merino. Et moi, je tiens à dire ou je veux préciser que, vu le joueur, les attentes ne seront jamais, jamais, jamais atteintes. C'est ça que je veux dire. Après, c'est ton avis. ouais, c'est mon avis. Mais moi, le, Ouais, mais c'est trop tôt pour juger Ouais, ça. Ça me paraît alors messieurs, extrêmement tôt. je vous invite d'ores et déjà à participer à un Au podcast bilan, de fin de saison de bilan. Et vraiment, si je me suis planté, je vous paye l'apéro. Vraiment. Combien Mais d'années ils ont mis les joueurs autour de lui? oui, Combien mais d'années ils ont Thomas, mis je à suis être d'accord. performants? Tu vois ce que je veux Je dire? suis d'accord. Mais
Là, ça fait Mais 3 mois, oui, il a à peine joué un mois avec des bouts de match de 10 minutes, de 15 minutes à droite à gauche. Ça me paraît quand même, enfin, quand je tu vois suis, là sur Transfermarkt, tu vois, c'est rouge. Il y a la moitié des matchs qui sont rouges. mais je Il est suis jamais d'accord. là et il fait des bouts. Donc, tu Encore vois, une fois, et moi je précise juste Il que a en fait joué, il a Merino il joué. est surcoté par rapport à ce qu'on nous a non, annoncé et qu'on on nous verra a pas, pas mieux. on nous a pas annoncé Declan Rice, Merino. que, que, On nous a que pas ses annoncé performances, Calafiori, tu vois. que On ses nous a pas annoncé un performances, monstre non plus. que ses performances soient pas bonnes sur les deux derniers matchs, je le pense. Je pense que ses performances sur les deux derniers matchs ne sont pas bonnes. Après, il a 474 minutes dans les jambes sur 9 matchs en première ligue. C'est pas énorme, quoi. C'est Pour rien, trouver c'est Ouais. tes rien. repères, c'est pas énorme, sachant que derrière Il toi, joue- tu as C'est une ça. Il fois joue avec Timber, Partey. Calafiori, Zinchenko C'est ça. et compagnie, et devant la même Ouais. chose. Qui Donc, joue pas de la même manière. Qui joue pas. Mais j'entends ce que vous dites, mais je vous dis juste rendez-vous en fin de juste, saison. rappelons de Granit Xhaka, qui était placé en 6 où il arrivait pas, il en est à Ouais. jeter son Mm. maillot et son brassard pour quelques années après. Enfin, on sait comment Granit Xhaka est parti de chez nous. Mm. On le sait, il est parti sur un doublé. Il est parti sur un doublé avec tout le stade qui l'acclame, hein. Il est parti, son dernier match, je sais plus contre qui c'était où on leur a mis une raclée. Oui, il est parti sur un doublé. Donc, je pense qu'il faut, ouais. Bah, Non, et puis, si vous, et puis, si vous avez le temps et l'envie d'attendre que Merino, mais on n'a pas misé toutes nos attentes de titre sur Merino quand même. Rassure-moi. bah, on a mis, Parce que, en recrutant ça Merino, me ferait peur quand même. En recrutant Merino, on a cherché le profil qu'Arteta a imposé, le joueur, pardon, Renforcer le milieu. qu'Arteta a imposé, c'était de dire, c'est le remplaçant de Xhaka. Au départ, on pensait que ça serait Averse, Averse n'y arrivait pas, et on s'est dit, bah, ça va être notre milieu gauche qui va être plus offensif, etc. Ça ne sera jamais ce genre. Je vous le dis, mais c'est un avis très personnel. Et encore une fois, si je pouvais me planter, et on ne perd pas, ou match nul, pardon, euh, on ne fait pas match nul à cause de Merino. Mais moi, désolé, en voyant ce match-là, force est de constater que le match de Merino, il est éclaté. Et je vais juste vous apporter une dernière précision par rapport à ce côté gauche dans sa globalité. Parce que je pointe du doigt Merino, mais sur le côté gauche. Ah, j'adorais qu'on soit tous les trois dans la même pièce et qu'il y ait un white paper que je vous explique le truc. Alors, je vais essayer de l'expliquer verbalement et de façon très très courte. Et vous allez me dire si vous avez vu le même match. En première mi-temps, on le disait encore une fois, 73% de possession. Il y a eu quand même beaucoup de passes, ce que j'appelle moi de la passe à 10, c'est-à-dire des passes complètement stériles sur la ligne de 4 en arrière, avec deux gardes qui décrochaient. Je récupère le ballon, je la remets derrière. On essaie de décaler sur Merino, qui la remettait à Gabriel, qui l'a donné à MLS. On a vu de nouveau les deux latéraux, que ce soit Timber ou MLS, très axiaux. Mais il y a un moment donné, quand on était dans les 35 derniers mètres pardon, d'Everton, et que le ballon venait, par exemple, pour illustrer mes propos, de la droite vers la gauche, à un moment donné, il y avait une incohérence. C'est-à-dire que il y avait MLS qui était très axial, qui recevait le ballon, qui la remettait à Martinelli, qui était pas écarté, mais on va dire entre MLS très axial et la ligne de touche. Et c'était Merino qui faisait le déplacement pour, à ce moment-là, aller proposer une solution le long de la ligne de touche. Et je le répète encore une fois, on doit avoir des certitudes et on doit avoir des forces. Et même quand tu utilises le même schéma tactique de match en match, etc., je donne toujours l'exemple à l'époque d'Arsenal de Wenger, qui était très très fort, qui jouait en 4-4-2 systématiquement, qui avait le même 11 de départ systématiquement et qui pétait tous ses adversaires parce que on avait les joueurs pour, le système était maîtrisé et que tu as beau connaître, regarder les matchs d'Arsenal en vidéo, de bosser le match toute la semaine avec tes entraîneurs adjoints, les adversaires n'y arrivaient pas. En tout cas, l'année des Invincibles, au mieux, ils faisaient match nul. Là où ce que moi je ne comprends pas, c'est que où la position des latéraux qui rentrent dans le jeu me saoule de plus en plus, et encore une fois, surtout sur des matchs comme ça où on ne marque pas, c'est que il faudrait qu'on respecte à un moment donné les basiques du football. C'est-à-dire,
quand la balle vient de la droite vers la gauche, à un moment donné, la première personne qui doit réceptionner le ballon pour aller orienter encore plus le jeu vers la gauche, c'est Merino. Martinelli doit manger sa ligne de touche, comme le Barça le faisait très bien à l'époque, et MLS doit dédoubler avec Martinelli pour créer un, si ce n'est un surnombre, mais pour créer un petit peu quelque chose qui va. Parce que si Martinelli, et c'est comment dirais-je, ce fait, il est le même à droite. C'est-à-dire que si Martinelli est en provocation et qu'il est pris en un contre un, le fait que MLS dédouble dans son dos, à un moment donné, le défenseur, il a deux solutions. Soit il reste face à Martinelli pour le défendre en un contre un, et auquel cas, MLS se retrouve seul, et donc du coup, tu peux le décaler. Et dites-moi si je me trompe, hein, ou si on voit pas le même football, les gars. Hein. Je suis d'accord. Hein. Soit il y a une prise à deux, auquel cas, à un moment donné, le deuxième qui est sur la prise avec Martinelli à gauche ou Saka à droite voit MLS partir dans le dos de Martinelli et il a pareil, il a deux choix. Soit il reste en deux contre un face à Martinelli, auquel cas MLS se retrouve toujours seul. Soit la doublure ou la prise à deux décide d'aller couvrir MLS et à ce moment-là, Martinelli se retrouve en un contre un. Et la même chose à droite avec Saka qui lui est souvent pris en prise à deux. Combien de fois, je vous pose la question sur ce match-là et sur les matchs d'avant, alors, à droite un peu moins, mais à gauche, combien vous avez vu sur ce match-là, pas Timber, pas Partey non plus, si Timber, MLS pardon, dédoublé. non, Timber dédoublé avec Saka à droite et Timber dédoublé avec Martinelli à gauche. Combien de fois vous l'avez Bah, vu? On... Timber, Non mais Raoul, il faut que tu t'y fasses. Il aime des latéraux qui rentrent. Et comme on a vu MLS rentrer en première mi-temps à fond. Donc déjà, sur le côté gauche, mais Jonathan, tu peux tu peux m'expliquer, oublier. je me permets de te couper, tu peux m'expliquer ce que Arteta aime, ça ne fonctionne pas. À part Zinchenko qui avait Écoute, le jeu pour le faire, je te, ça ne fonctionne pas. Donc, à un moment donné, Euh, est-ce que je suis en droit de dire que peut-être de revenir aux basiques du football, ça pourrait peut-être nous aider dans une équipe qui évoluait dans un bloc bas en 5-4-1, pourquoi on n'a pas élargi le jeu? Ou est-ce que c'est vraiment moi qui connais absolument rien au football? Ça Auquel cas, je veux empêche bien. pas, ça empêche pas d'élargir le jeu, d'avoir des ailiers, d'avoir des arrières qui rentrent. Alors, Et, alors et à partir du moment où tu élargis le jeu tout de suite et que tu n'attends pas que le jeu soit déjà de ton côté pour l'élargir. bah, Saka et Martinelli mangent la ligne à Non, chaque match. non, désolé, Ah bah non. si. Non, bah désolé. Ah bah Martinelli, Jonathan, est-ce que tu as enregistré le match par hasard? Oui, je l'ai Martinelli, enregistré. Ouais. Hmm, T'arrives à Martinelli. l'exporter et à me l'envoyer? Franchement, je vais vous Non, faire mais je des pense pas. séquences. C'est un c'est un broadcaster enfin, qui marche que chez moi. Donc, Ah, ok. non, je pense pas que j'y arrive. Martinelli ne mange pas la ligne. Vraiment, j'ai au moins 4 ou 5 épisodes d'attaque placée où j'ai un contre-exemple affolant. Affolant. Vraiment, hein, Thomas. Et si je le dis et que je me prends la tête à chaque débrief de parler de cette position où on n'écarte pas assez le jeu, où il n'y a pas assez de dédoublement, c'est que moi, ça me saute aux yeux. Alors après, bien entendu, et j'espère quand même que sur un match de 90 minutes ou sur une mi-temps de 45, j'espère qu'à un moment donné, Martinelli et Saka étaient très excentrés. Saka est quand même beaucoup plus excentré Martinelli ne l'est. Pardon. Mais parce qu'il y a aussi cette combinaison avec Ødegaard, Saka, Timber qui marche beaucoup mieux et qui a déjà un peu plus d'habitude. Mais le trio MLS, Merino, Martinelli, je trouve qu'ils étaient perdus dans leur mode de fonctionnement. Voilà. Et c'est pour ça que je donnais une précision sur le côté gauche, pourquoi il a encore moins marché. Après, on peut ne pas avoir les mêmes matchs, je suis entièrement d'accord. J'ai aucune, comment dirais-je, alors j'ai mes certitudes, mais je ne détiens pas la vérité absolue. Mais quand tu me dis que Martinelli mange la ligne, Thomas, je suis pas d'accord, hein, Je vraiment. viens de t'envoyer la hitmap du match et la hitmap de sa saison là, depuis le début de l'année. Tu vas me dire s'il mange pas sa ligne. Je vais regarder ça dès que je l'ai. Non, mais Après, On la voit. Ça, c'est qui? C'est je peux. Martinelli, ça? ah, tu l'as C'est envoyé sur Martinelli. le chat, ok. Si.
En fait, le problème, c'est pas. Je comprends que le comment dire le concept de latéral intérieur, il soit un peu pénible ou donne l'impression aussi. Moi, là où je peux critiquer le côté latéral intérieur, c'est plus la sensation que bon, on le met en place depuis 3 ans à peu près, depuis on va dire la fin de Tierney puis l'arrivée de Zinchenko, qui joue ce rôle-là. Tout le monde ne peut pas le jouer, ou en tout cas tout le monde ne peut pas bien le jouer. Donc c'est vrai que c'est propre à certains joueurs. Je trouve qu'au MLS le joue plutôt bien. Par contre, je pense que ça nécessite, pour être bien joué, d'avoir justement un ailier qui a un très bon niveau, ou en tout cas un ailier qui est capable de faire des choses peut-être plus variées. Ça, c'est ma critique, on va dire, de Martinelli. Je pense que Martinelli, je jouais très bien pendant une période parce que il était, comment dire, imprévisible, il était en confiance, il était instinctif et il n'y avait pas encore de plan vraiment contre lui. Là, la sensation que j'ai, c'est que sur ce côté gauche, en fait, on a aujourd'hui un plan qui est relativement prévisible. Les équipes nous connaissent, savent qu'on joue comme ça et la sensation qu'on finit finalement avec ce truc-là qui était un peu l'innovation. De l'arrivée de Zinchenko, l'innovation d'Arteta qui revenait un peu sur du jeu de Guardiola, finalement sur la fin de cette innovation-là, puisqu'aujourd'hui, finalement, on a l'impression d'avoir un système de plus en plus téléphoné. Donc, même en ayant aujourd'hui cette innovation qui l'était hier, mais qui ne l'est plus vraiment aujourd'hui, l'impression qu'aujourd'hui, bah, le plan est mis en place contre nous, il est bien mis en place. Aujourd'hui, Everton travaillait avec deux lignes très très serrées, une ligne de 4 derrière, une ligne de 5 au milieu pour vraiment vraiment serrer les intervalles et le fait de toucher, que ça soit Havertz ou que ça soit Merino qui essayait de continuer cette ligne-là. Mais voilà, ils ont compris un peu, les équipes se serrent complètement et ils nous attendent. Et donc ça fait qu'à un moment donné, Martinelli il se trouve avec des prises à deux. Donc lui, son rôle, c'est de venir aller longer la ligne, écarter, emmener les deux défenseurs que tu évoquais tout à l'heure. En effet, il a toujours des prises à deux. Et laisser ouvrir des espaces aux autres. C'est-à-dire que là, l'objectif pour lui, c'est d'arriver à ouvrir des espaces pour les autres. Le problème, c'est quelles sont les propositions autour de lui? Est-ce qu'il y a des propositions intéressantes? Et lui, est-ce qu'il est capable, les moments où il y a des retards de prise à deux, c'est-à-dire que quand le deuxième, là, c'était Mangala, quand Mangala n'arrive pas assez vite, est-ce qu'il est capable en 1v1 de faire des différences? Je crois qu'il en a fait peut-être deux ou trois en début de match, et après c'était fini. Et c'est ça où c'est ça qui me manque aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il nous faut un joueur, pour moi, au même titre que Saka de l'autre côté, c'est-à-dire que Saka, quand il y a des prises à deux, il n'invente rien, hein. Il revient sur Odegaard, parce qu'il a un Odegaard à côté de lui aussi. Moi, j'ai vu beaucoup de Timber faire des appels dans l'axe, pas dans le dos de Saka, comme White le Merci. faisait, Et moi, ça me de le dérange cet dédoubler. appel dans l'axe. Et Timber faisait pas mal donc ça, là, je suis là d'accord. Là, il y a un débat parce que j'ai trouvé que le match de Timber était pas fou de mon côté. Je trouve qu'il a un peu surjoué à certains moments et qu'il a inventé des choses. Je l'ai retrouvé dans des situations devant le but, à chaque fois dans des positions où je me suis dit, mais, enfin, je comprends que tu sois ultra polyvalent, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? Il y a des moments où je me dis, pourquoi c'est toi qui as le ballon dans cette position-là? Et c'est là que j'ai trouvé que je l'ai trouvé trop libre dans sa position. Donc voilà un peu pour critiquer. Vas-y, Joe, je sais pas si tu voulais. Non, non, moi c'est bon. Super analyse. Merci. Non, Raoul. mais on t'entend plus, Raoul, pardon. On t'entend pas parler. Pardon, oui, j'avais coupé mon micro, non pas pour pleurer, mais parce que je fais plein de choses à côté. Non, non, l'analyse de Thomas, je vais pas dire, oui, elle tient la route parce que elle est argumentée. Et à partir du moment où c'est argumenté, après, on fait chacun son, on se fait chacun son avis. Ce que tu dis sur Timber, les appels dans l'axe. Je suis entièrement d'accord avec toi, ça m'a rendu dingue parce que le jeu, l'appel était sur le côté pour encore étiré, alors que lui venait rajouter de la densité dans un milieu avec une probabilité de recevoir une passe qui était quasiment nulle et il n'apportait rien en plus-value dans la construction du jeu. Je reviens juste également, mais en fait, je l'ai dit, mais je ne sais pas si mon micro était coupé ou pas. Quand tu as reparlé de ce poste de latéral qui rentrait dans l'axe, que l'on a mis en place notamment avec l'arrivée de Zinchenko, etc. En fait, ce qui a fait que ça a fonctionné, alors c'est que Zinchenko le maîtrisait parfaitement, mais c'était la paire Zinchenko-Chaka.
C'est les deux, en fait, qui ont fait que le système a perturbé nos adversaires pendant un certain temps avant que l'on comprenne comment éventuellement on pouvait ralentir les phases de jeu d'Arsenal, une fois qu'on avait vraiment compris quel était le raisonnement. C'est-à-dire que Zinchenko rentrait dans l'axe, on avait Martinelli qui était un peu plus performant à l'époque, qui bougeait sur son côté gauche, et Xhaka qui allait se positionner toujours dans l'espace vide. Et du coup, il recevait les ballons parce que les ballons arrivaient. Donc, je suis entièrement d'accord, mais un système est fait pour être adapté à des qualités de joueurs. Aujourd'hui, on n'a pas, je trouve, parce qu'il nous manque ce fameux remplaçant de Chaka, peut-être, on n'a pas le système pour continuer là-dedans. Par contre, quand tu vois que lorsque Timber dédouble extérieur avec Saka, quand tu vois que ce soit MLS, Calafiori, Timber à gauche, Zinchenko dédouble avec son homologue offensif à gauche, ça fonctionne, c'est plus dangereux. Aujourd'hui, on est arrivé dans un. Si je devais résumer la première mi-temps et le match d'Arsenal, c'est que. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai coupé mon micro parce que j'ai hurlé en voyant la déclaration d'Arteta en conférence de presse. Euh, on a comme s'il y avait une consigne de dire, OK, les gars, il faut qu'on ait la possession de balle. Mais elle était tellement stérile, cette possession-là, que, en fait, tu as l'impression que on est tous robotisés, que nos 11 joueurs sont robotisés par un système et par une consigne de conserver le ballon et qu'il n'y a plus aucune fulgurance que Nwaneri pouvait apporter sur les derniers matchs. Parce que Nwaneri, je l'ai dit au passé, il a eu une demi-heure pour lui, on va y revenir après. Du coup, là, pour le coup, je ne l'ai pas trouvé ultra performant. Je trouvais bon, mais pas ultra performant. Mais on va y revenir. Voilà pour conclure sur le sujet côté gauche et Merino. Encore une fois, sur Merino, on a des avis partagés. On verra. Franchement, messieurs, soyez persuadés d'une chose. J'aimerais tellement me planter et que Merino fasse une masterclass en deuxième partie de saison, qui Tu vas soit le titulaire. lâcher, Merino. Oh là Non, là. mais pour dire que Eh, commence pas, sinon ça va embrayer sur Royal, hein. je ne m'acharne pas, Ah non, pas non, Raya, mais s'il vous plaît. juste pour vous dire, pour que je ne m'acharne pas sur Merino, je pense juste que c'est pas le joueur qu'il nous faut à ce poste-là. Voilà. Euh, je vous le disais, j'ai pris aucune note, donc du coup, je vais me baser sur les temps forts de l'équipe sur la première mi-temps. Euh, on va quand même préciser que on peut quand même, si Doucouré est un peu plus malin, je pense que Gabriel, en taclant, je vous parle de l'occasion à la 6e minute de jeu où Ouais, Doucouré est sur le côté c'est vrai. gauche et qu'il fait, je crois, j'ai compté 7 appuis entre sa dernière touche de balle et le moment où il frappe. Il y a 7 appuis, ce qui est beaucoup trop long à ce niveau-là, et qui permet à Gabriel de revenir à toute balzingue, de faire un tacle que moi je Super vais retour. appeler désespéré, oui. Mais si Doucouré, il met le pied sur le ballon, Gabriel, son tac, il termine dans les panneaux publicitaires de l'Emirates et Doucouré se retrouve seul face à Raya. Faut quand même dire que sur ce match-là, où on a 73% de possession de balle, et je pense que dans les premières 20 minutes, 25 minutes, ça doit être encore plus haut. Je ne sais pas si Tom, toi qui maîtrises visiblement tous les sites de statistiques, si on peut avoir les possessions, ou si tu connais des sites où on peut voir les possessions peut-être par tranche de quart d'heure, etc. Mais je pense que sur le premier quart d'heure ou les premières demi-heures, la possession, elle doit être encore bien plus élevée. Mais néanmoins, la première vraie occasion dangereuse, parce que pour moi, même si la frappe, elle est contrée, parce qu'elle est mal exploitée, la première occasion dangereuse, elle est quand même pour Everton. Il faut quand même le préciser. Et après, on va avoir du. Est-ce Là, que tu peux juste me permettre de rebondir sur cette bien sûr. action-là parce que Oui, bien ça sûr. fait lien Bah, avec mon instant passion. oui, pardon. C'est non mais t'inquiète, c'est juste j'attendais ce moment-là aussi pour parler de ça parce que j'ai trouvé que dès le début de match et ça rejoint un peu peut-être cette idée ce que tu évoques. C'est pour ça que je rebondis dessus. euh, le côté domination stérile, c'est-à-dire en possession stérile. Même, on sent que même les équipes ont même pas envie de garder la balle avec nous. Ils partent du principe qu'ils vont attendre et qu'ils vont nous laisser la balle et qu'on saura pas trop quoi en faire par moment. Dès la relance, c'est une relance manquée de Saliba, je crois, qui tricote un Mm. peu et avec Timber, les deux
par exemple, j'ai trouvé que les deux, sur ce match, ont souvent manqué d'humilité, au contraire d'un Gabriel que j'ai trouvé très concentré, très sérieux, qui, pour moi, a fait un des meilleurs matchs, enfin, qui a été un des meilleurs Un joueurs, des je veux dire, meilleurs du sur ce match, ouais. match. Ouais. Et déjà sur cette action-là, je me suis dit, déjà le retour défensif, je le trouve pas fou du tout, parce que on voit, je sais plus qui part dans l'axe, je sais pas si c'est Ndiaye ou quoi, mais en fait, on voit que tout le monde ne revient pas, on voit qu'on fait ces erreurs-là un peu bêtes. En face, Odegaard ils y qui vont. tombe. Odegaard qui tombe parce que il est revenu couvrir le truc, le départ de Saliba. Alors tu dis, mais Rice, il est où? Enfin, à un moment donné, tu dis, oula, c'est quoi ce début de match où on les a pris pour des U15 en face? Everton, ils ont l'habitude de jouer comme ça, hein. Ils ont l'habitude de jouer en bloc bas et d'exploser. Et on les a pris trop de haut. Et je me suis dit, tiens, on va prendre un but. À la 6e minute, juste parce qu'on a pris le match trop de haut, on a cru que c'était Monaco, on a cru que voilà, on allait avoir 40 occasions dans le match et que ça allait aller. Et je me suis dit, dès le début du match, je me suis dit, mais on se prend pour qui là? Je me suis Mm. dit vraiment, on se prend pour qui? Et Doucouré, là, je regardais, là, en effet, il met 15 ans à tirer, voilà, c'est peu importe. Mais je me suis dit, en vrai, là, il aurait dû nous. Limite à la fin du match, hein, je me dis pas ça maintenant. Je me suis pas dit ça pendant le match, mais je me suis dit, limite, il On aurait aurait dû le marqué. prendre, ouais. Il aurait marqué, on aurait peut-être gagné 2-1 ou 3-1, parce que ça nous aurait réveillés. On aurait eu besoin d'un électrochoc. Mais moi, ce qui m'a emmerdé, c'est qu'après ça, j'ai trouvé qu'on est resté sur ce rythme-là, avec des erreurs de relance un peu bêtes. Timber, j'ai trouvé qu'il avait surjoué. Saliba, quelquefois, il s'est fait peur. J'ai dit, pour pas grand-chose, j'ai dit attention, vraiment. Je me suis dit, mince, pour moi, ça rejoint ce truc-là de on joue tranquille. De toute façon, on va avoir 20 occasions franches et on va finir par l'avoir et ça va le faire. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a été là-dessus un peu tout le long et on s'est énervé en début de deuxième. J'ai trouvé, mais toujours comme d'habitude, hein, les cadres qui ont appuyé sur l'accélérateur. Odegaard qui a fait deux trois passes incroyables, Saka qui a fait des bons centres, etc. Ça finit pas, mais on a toujours des accélérateurs, ça reste toujours ces cadres-là. Mais les autres qui n'ont pas suivi, pour moi, qui n'ont pas été au niveau aussi. Et c'est là où je me suis dit, en fait, non, on a été trop, on s'est pris trop pour ce qu'on n'est pas encore, c'est-à-dire des champions. Et on ne sera pas cette année. Mais ouais, non, mais t'apprécies. Alors, c'est très argumenté pour le coup. Donc, pour ceux qui parlent de critiques non argumentées, c'est très argumenté. Je te rejoins dans beaucoup de choses que tu as dites. Euh, Peut-être que oui, on aurait eu besoin d'être très rapidement mené au score pour proposer un tout autre visage. Mais en fait, est-ce que l'on est en capacité aujourd'hui, et là ça va être l'un des aspects de la deuxième mi-temps, notamment avec les changements d'Arteta, est-ce qu'aujourd'hui on est en capacité de réagir et je sais que tu nous écoutes quand même assez souvent quand tu en as l'occasion, tu sais qu'on parle souvent, on dit souvent que Arteta, il a un plan A, mais que dès que le plan A ne fonctionne pas, et qu'il dit avoir plein de plans B, C, D, etc., nous, on estime, en tout cas, la team podcast, on estime que, il n'y a pas de plan B, quoi. En fait, il est tellement démuni, et, il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc, je sais pas trop. En tout cas, on prend pas ce Mm. but-là. Euh, Ça aurait dû nous donner une sorte de réveil en disant, OK, il y a peut-être d'autres ingrédients à mettre. Mais après, on arrive quand même dans un moment, je ne vais pas dire le quart d'heure Ødegaard, mais je vais peut-être dire même les 5 minutes Ødegaard, puisqu'il a deux frappes consécutives où il ne cadre pas. La deuxième, elle est quand même plus significative et je crois que c'est la deuxième où elle est contrée. Non, elle n'est pas contrée. C'est pas la deuxième qui est contrée, c'est peut-être la première où il fait deux feintes de frappe. Il frappe du gauche, elle est contrée par un défenseur, euh, puis par Pickford et elle passe au-dessus du but. Là, on peut aussi mettre en lumière, et là, c'est pas du tout être méchant face à lui, mais que s'il y a bien un point d'amélioration sur lequel Ødegaard a travaillé, ça va être la finition. Parce que dans la maîtrise du jeu, techniquement, tactiquement, on le dit toujours, c'est un maestro, il est vraiment le chef d'orchestre. Et quand il est là et qu'il n'est pas là, on voit vraiment la différence. Néanmoins, je pense que un joueur de son niveau doit pouvoir concrétiser l'une des occasions qu'il a aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes Mm. d'accord avec moi, mais Vas-y, Joe. Non, il s'est provo... Enfin,
Si, si, bien sûr, il doit réussir à concrétiser ça. Donc, il en a eu une première occasion à la 9e, une autre un peu plus tard à la 28e. Odegaard fait tellement, je trouve, pour ce collectif que c'est dur de lui taper dessus pour ces deux trucs manqués là. Et je Il a précise été que je absent lui pendant, tape pas dessus. il a été absent pendant 2 mois. Il est revenu, il a fait beaucoup de bien. Euh, Lui aussi a besoin de se remettre en place. Ça peut pas être toujours Odegaard qui trouve la solution. Donc, le problème, c'est que c'est lui qui est le chef d'orchestre de l'équipe. Donc, c'est lui Mais j'ai pas qui doit l'impression, amener ce genre de phase. Mais j'ai pas l'impression que de dire que il doit au moins concrétiser, il doit au moins concrétiser l'une de ces occasions. J'ai pas l'impression que c'est de critiquer De Garde. C'est juste Non, ah non, non, un. non, non, mais mais je comprends ce que tu dis, mais bon, on a eu la même, enfin, vous Hmm. avez eu la même discussion il y a 2 jours avec Jésus qui jouait en neuf. Non, bien sûr, je suis d'accord avec toi qu'il aurait dû en mettre une des deux. Après, Factualiser quelque chose, c'est pas forcément dans la critique. C'est un joueur de son standing là, et tout le monde est d'accord pour dire qu'il est très bon. Tu espères qu'il puisse aller chercher ce fameux step-up dans la finition. Et vraiment, c'est pas une critique. Hein. Je dis pas qu'on fait match nul face à cause de garde ou un truc comme ça, parce que Pickford, pour le coup, qui est un gardien éclaté, bah, il attend toujours des matchs contre Arsenal pour se mettre en mode Ligue des Champions ou bah, finale de l'Euro. c'est un bon éclater, gardien, hein, c'est un bon c'est gardien, un grand mot, Pickford. éclater, hein. C'est le gardien quand même numéro un d'Angleterre qui a Mm. fait la finale qui a fait quoi comme finale? La finale de l'Euro. L'Euro, hein. Mm. Non, c'est un très bon Euh, gardien de ligne, mais c'est vrai à part sur sa ligne, c'est pas un grand gardien. Je regardais, il a fait pas mal d'arrêts, mais après, je te rejoins sur le fait que sur la finition d'Odegaard, c'est vrai que c'était quelque chose qu'il avait beaucoup sur la première saison, donc il y a 2 ans et demi maintenant. Comme Martinelli, la saison met pas mal de buts, il était beaucoup plus, je sais pas, confiant, ou je sais pas s'il est malchanceux ou quoi, mais comme Martinelli, c'est parti en même temps que Martinelli. En même temps que Martinelli, il a commencé à perdre beaucoup. On a remarqué qu'il jouait de manière plus reculée l'année dernière, donc il avait plus de passes clés, plus de passes décisives, etc. Donc on a compris que son rôle avait un peu changé. Mais cette saison, on le retrouve quand même plus haut. Il a plus d'occasions de frappe. Il faudrait que je regarde les statistiques, ce que j'étais en train de chercher en parallèle, mais il a plus d'occasions, mais il retrouve pas cette finition qui aussi doit faire partie de son jeu parce que finalement il se retrouve souvent dans des solutions de frappe, enfin, dans des positions de frappe, et c'est très bien parce que ça oblige aussi à pas se focus sur Saka ou sur Havertz. Ça donne de la variété quand même à notre finition. Et là, j'ai trouvé qu'en effet, là, il est en train de rentrer dans un cercle un peu de pas suffisant. Après, évidemment, je rejoins Joe et tout ce qu'on dit là, on va dire, c'est un peu de détail parce que Odegaard, on lui demande d'être à la base des actions, à la fin des actions, à la gestion de la transition défensive, à l'organisation du pressing. Enfin, quand on dit c'est un chef d'orchestre, c'est plus qu'un chef d'orchestre. J'ai l'impression, vraiment, il fait des trucs de fou. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'à travers le match d'Odegaard qui en effet fait des erreurs parce qu'à un moment donné quand tu fais tout, bah forcément t'arrives pas à tout faire t'as du déchet. de manière excellente, voilà. Et Saka aussi de son côté, il fait aussi beaucoup de choses, mais là où je trouve qu'on manque d'humilité peut-être aussi, c'est que peut-être, du point de vue des autres joueurs, j'ai la sensation que parfois ils se reposent aussi sur ces individualités-là en se disant, ils vont faire des choses, ils vont faire des différences et nous, on va en profiter. Et là, j'ai la sensation qu'il y a eu des différences de fait, il y a eu des choses qui ont été créées malgré tout, mais qui n'ont jamais abouti parce que, et pas forcément, que je regarde dans les XG, c'est pas forcément visible dans les statistiques, mais visuellement, moi je voyais des gens qui étaient souvent mal placés, je voyais des Martinelli collés, pardon, mais collés au cul d'Avertz sur des centres. Je me dis, qu'est-ce que tu fais coller au cul d'Avertz? Comment ça se fait que tu restes là? Il y a des positionnements que j'ai un peu du mal à comprendre, ou des appels, quand il y a des centres, donc en retrait, etc., des appels offensifs que je trouve curieux pour le moins. Enfin, je trouve qu'il y a des appels qui sont un peu nazes et que je trouve que les autres se reposent beaucoup sur ces deux individualités-là. Donc, c'est là aussi où tout à l'heure on parlait, parlais, il y a Arteta a un plan A, mais il n'a pas de plan B. Moi, j'ai envie de dire.
pour moi, il a des plans B, il a des plans C, mais pour moi, tant que les joueurs sont pas impliqués et tous les joueurs sont pas impliqués parce on gagne pas un titre avec 3 joueurs impliqués ou 4 joueurs impliqués, on gagne avec 12, 13, 14 joueurs impliqués. On va pas y arriver comme ça, c'est-à-dire qu'on peut pas se focaliser sur ces personnalités-là. On peut pas, en effet, leur demander plus que ce qu'ils font. S'ils font plus que ce qu'ils font aujourd'hui, c'est peut-être parce que d'autres le font pas suffisamment. Et c'est là où je trouve que, en effet, il y a des joueurs qui ne jouent pas suffisamment leur rôle, ne prennent pas suffisamment leur chance. Havertz, pour moi, il se met pas suffisamment dans des positions par moment où il doit être un danger, il peut pas être que un gagner dans la créativité, etc. À un moment donné, il y a des fois, il faut qu'il prenne peut-être un peu plus sa chance. Et sa chance, ça doit pas passer que par j'attends deuxième poteau, que j'ai un centre, du côté de Trossard, du côté de Martinelli, du côté de Saka, j'attends deuxième et puis j'attends. Non, on t'a pas pris que pour ça, tu dois pouvoir proposer autre chose. Donc voilà, j'attends aussi que les autres élèvent leur niveau de jeu parce qu'à un moment donné, on peut pas se retrouver avec ce déséquilibre et de performance, et d'engagement, et de sérieux. Et moi, j'ai trouvé, alors je sais pas ce que vous en avez pensé, je vais pas faire le débrief de Monaco maintenant. Moi, j'ai trouvé que Monaco, c'était pas un très bon match. Parce que j'ai trouvé vraiment qu'on avait manqué de sérieux et on devait gagner 6-0 ce match. À Et j'ai mi-temps, ça doit trouvé être Pour qu'on 4-0. moi, À la mi-temps, ça devait, doit être pour moi, 4-0. pour moi, le 3-0 est très très flatteur par rapport à ce qu'on a servi. c'est clair et Parce que c'est le clair. 3-0, on doit l'avoir à la 45e minute, voire à la 40e. Exactement. Et là, j'ai trouvé que c'était déjà, là, à un moment donné, on n'envoie pas les bons signaux. Moi, j'ai trouvé qu'on n'avait pas envoyé le bon signal parce qu'on n'est pas en mode Bayern, on n'est pas en mode Real, on n'est pas en mode machin. Là, on n'est pas en mode champion. Je trouvais que dans la tête, on n'est pas en mode champion. Donc, et Entièrement là, j'ai d'accord. trouvé qu'on a abordé ce match. On a un manque d'humilité. Et je trouvais qu'il y a les seuls qui sont pas en manque d'humilité là sur ce match, qui ont été sérieux. Pour moi, c'était Gabriel, Odegaard, Gabriel. Saka. Les trois, pour moi, ils ont été vraiment sérieux jusqu'au bout. Et ils ont joué avec l'intensité qu'on doit mettre dans un match comme ça et ne pas prendre ces matchs avec trop de hauteur. Ces matchs-là, c'est les matchs avec lesquels tu perds un titre. Pour moi, tu perds pas des titres en perdant contre Liverpool ou en perdant contre City. On l'a vu l'année dernière. On perd des matchs en les perdant contre ce genre d'équipe à la con. Entièrement J'ai d'accord. pas dit qu'on avait perdu le titre, hein. Pas encore. Mais j'ai dit que c'est ça qui, en fait, les joueurs, ils oublient trop que 3 points, c'est 3 points. Contre Liverpool, contre City, contre Everton, Ça vaut la contre, même chose. c'est pareil, c'est 3 points que tu perds. Donc, à un moment donné, c'est ça où je trouve ça dommage. Et je sais pas si vous avez remarqué, moi, c'est un truc qui m'a énervé, par exemple. Trossard rigolait avec Arteta au moment de rentrer. Je sais pas, tous les Hmm. deux, ils plaisantaient. Ça m'a saoulé. Tu dois être en mode warrior. Tu dois être en mode Ouais, je visage me suis dit, mais fermé, attends, mode on gagne pas guerrier. 3-0 Tu là. dois être en mode à la Anthony avec le petit sourcil énervé là. Non, mais je me souviens d'une époque où Trossard est rentré, il avait envie de tout casser. Là, je le vois rentrer tranquille, en mode, bah, de toute façon, on va y arriver. Peut-être, ouais, je sais pas, confiant. En plus, il arrive, Martinelli a rien fait avant, donc j'ai pas trop l'impression non plus. Exactement. C'est pour ça tout à l'heure que je parlais de la concurrence qui nivelle vers le bas. C'est-à-dire que, en fait, comme les deux sont mauvais, bah, les deux ont la sensation que, bah, de toute façon, ils joueront puisqu'il n'y en a pas un qui est plus convaincant que l'autre. Et Trossard qui arrive ça fait 2, 3 fois là, qui se prend pour le syndrome comment on dit, du rôle principal là, l'acteur principal là, à faire ses passes où il n'y a pas d'appel ou à faire ses trucs tout seul là. Tu te dis, redescends un peu, voilà. Et il y a des joueurs vraiment. Va falloir qu'ils changent de truc parce que là c'est con, on n'a pas de jeunes à leur mettre dans les pattes, mais Hmm. ça mériterait un peu plus de sanctions individuelles dans le sens, les gars, vous méritez pas d'être titulaires, hein. Ça manque de Mais bon, non-negotiable et tout ça là. Trossard avait un peu ce comportement-là en début de saison aussi, hein. Ce but où il marque et où il veut pas célébrer parce qu'il Hum, pense qu'il est plus, ouais. Hum, comment dire, plus méritant que Martinelli. qu'il est plus Ouais. méritant que Martinelli Hum, et où c'est Saliba qui dit célèbre. Mec, tu viens de rentrer, tu marques célèbre, t'en marques un après et tu seras titulaire. Mais ouais, il y a un peu du body Et language qui tu seras interroge des fois. titulaire et tu saisiras pas ta chance. Et du coup, 2 matchs après, c'est Martinelli qui va c'est jouer. ça, c'est ça. Et Martinelli, pendant les 2 matchs qu'il a fait, il a pas saisi sa chance. Donc Mais c'est pour ça. le Alors, prochain match, ça va soit Trossard à gauche, soit Sterling, soit Gabriel. Mais je pense que Martinelli ne jouera pas le prochain match.
enfin bref. On arrive au changement, Ouais, Raoul? on arrive au changement parce que là, du coup, il y a Oui. quand même beaucoup de choses à dire. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Oui, Euh, on a des choses à dire. ok. Déjà, moi, à la mi-temps, bon, après, Thomas, coupe ton haut-parleur, 2 minutes. Moi, à la mi-temps, je suis en Mérino. Mais bon, voilà. Et Mais ça veut pas dire pardon, je te coupe, mais ça veut pas dire que je trouve qu'il fait un bon match, hein. je Je, sais je- bien, non, mais je te pour moi, taquine. tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est comme Tu sais, avec j'essaie de. Havertz. Oui, Non, mais oui, bien t'inquiète. sûr. Tu vois, pour moi, ils font pas des bons matchs et c'est normal. Et j'ai envie de dire, ils font pas des bons matchs et j'ai pas envie de dire que c'est logique, mais j'ai envie de dire que c'est plus compréhensible que d'autres qui sont là Tu depuis vas pas longtemps. taper, tu vas pas taper sur un Merino ou un Kivior comme tu peux taper sur un autre. Exactement. Ouais, je comprends Merci. bien. Euh, sur les changements. Donc, on revient en deuxième mi-temps, Pas de même 11 de changement. départ. Je vais quand même, parce que avant les changements, on a deux occasions répertoriées par l'équipe. 46e. Le titre, Saka but sur Pickford. Arsenal démarre fort. Saka réceptionne un ballon dans la surface et tente une reprise de volée du pied gauche, mais Pickford se jette vite au sol et repousse la tentative de l'anglais. On voit tous de quelle occasion il parle. C'est quand Pickford va la chercher sur son côté gauche, etc. C'est une occasion, certes. 46e. 47e, Pickford, encore lui. Arsenal accélère. Saka botte parfaitement son corner de la droite vers la gauche dans la surface. Son centre trouve la tête de Merino, mais Pickford est sur la trajectoire. Voilà. Donc ça, c'est un temps fort, ça veut tout dire, c'est un temps fort relayé par l'équipe. Et donc là, on est à la 47e. Dernier temps fort de l'équipe, 90 plus 5 pardon, Arsenal cale encore. Voilà le contenu de la deuxième mi-temps qui est repris par l'équipe. 60, on en vient au changement. 61e minute de jeu, double changement, avec la sortie de Declan Rice et de Ødegaard pour Jorginho et Nwaneri. Alors, il faut préciser que Rice est sorti non pas sur blessure, mais a demandé le changement. Ah ouais? Donc, il y a donc ça Ouais. vient de sortir sur ça vient de sortir sur The Athletic. Hmm. Il a senti quelque chose. D'accord. Voilà. Donc, il n'est pas sorti sur blessure, mais with Declan, demande le changement. Voilà. I had to Donc, take him off because he was feeling something. alors, Voilà. ok. Donc, tu dois sortir ton 6. Là, déjà, messieurs, moi, je vous pose la question. Si tu sors Rice en 6, quel est ton deuxième meilleur 6? Partez, bien sûr. Mais tu ne le fais pas rentrer. Donc là, il y a deux hypothèses. Soit tu dis, je fais rentrer Jorginho pour sa capacité à faire les fameuses passes Ligue des Champions capables de péter les lignes, mais sur un bloc bas, compliqué de péter les lignes sur une passe. C'est mon avis très personnel. Deuxième hypothèse, il sait qu'il va faire, qu'il va sortir Lewis Kelly et il garde Thomas Partey pour le mettre arrière droit. Et là, c'est encore plus grave. Donc déjà, le fait que Rice sorte à sa demande, je ne peux pas dire que du coup Arteta fait une erreur en le sortant, mais je trouve que le choix il n'est pas forcément très opportun en mettant Jorginho. Mais encore une fois, Jorginho, on sait qu'il fait le taf, donc pourquoi pas. Mais par contre, Ødegaard, qui était dans un temps fort de son match, pour moi, qui commençait à reprendre du poil de la bête, Ouais, à être ouais, de ouais. plus en plus présent, tu le Hmm. sors et tu laisses, excuse-moi Thomas, et tu laisses Merino qui est éclaté. Pourquoi tu changes pas Merino pour mettre Nwaneri et tu laisses Ødegaard sur le terrain? Et là, moi, Il Et sort ben 4 donc, minutes après, hein. Il sort 4 minutes après, Merino. oui, ouais, mais et ben donc, Arteta te dira que c'était un changement tactique, apparemment. parce que du coup, je vais vous donner la parole, mais je vais juste poursuivre les changements et après, je vais vous donner la parole. Lâchez-vous pour, tu as raison Thomas, sortir Merino 4 minutes plus tard ou 7 minutes plus tard pour faire rentrer Gabriel Jesus. Pour une fois, j'ai dû regarder le match sur Canal parce que ma solution ne fonctionnait pas pour regarder les matchs sur les chaînes anglaises. Et j'entends que sur Canal que Arsenal passe en 4K2, mais c'est absolument pas vrai.
Gabriel Jesus a pris la place d'Avers en pointe et il a fait descendre son fameux Joker Avers, il l'a refait descendre en milieu de terrain avec toujours Avers qui jonglait entre sa position au milieu de terrain et en tant que deuxième attaquant. Mais on n'a pas joué en 4-4-2. Ce n'est pas vrai. C'est complètement faux ce qui a été dit. Donc, du coup, il fait sortir Merino pour Gabriel Jesus et il fait sortir en même temps Lewis Kelly pour faire rentrer notre meilleur arrière droit, Thomas Partey, et Timmer passe à gauche. Dernier changement, Martinelli qui laisse enfin sa place à Trossard à un quart d'heure de la fin. Et là, messieurs, je vais vous challenger. Donc oui, enfin moi les changements, j'ai pas trop compris. Steve Rice a une gêne, bien entendu que, enfin pour moi c'est Partey qui est premier sur la ligne à reprendre. Mais après, au niveau des changements, j'aurais plutôt vu bon déjà Merino sortir ou Martinelli aussi. J'aurais vraiment poussé pour un changement pour Jesus plutôt dans le match. Et ça l'a pas fait. Là, tu sors Odegaard, comme on l'a dit plus tôt, c'est ton chef d'orchestre, c'est celui qui a vraiment tout le plan en jeu. Et là, en fait, en l'espace de 10 minutes, tu as complètement perturbé ton tour milieu de terrain avec un Jorginho, un Nwaneri, un Kai Havertz. Alors, on sait que Kai Havertz qui redescend en 8 à gauche, ça n'a pas trop fait l'affaire de toute façon. Euh, et Nwaneri n'est pas entouré de réguliers du poste, quoi. Donc, ça nous a pas permis de pousser plus que ça sur la seconde mi-temps. Mais alors, voilà, Moi, je te trouve très gentil, Jonathan. Thomas? Ouais, bah je rejoins un peu ce que Joe a dit. Euh, Moi, ce que j'ai pas compris, c'est qu'en effet, j'avais vraiment la sensation que sur le début de deuxième, on retrouvait un temps fort. Je crois même qu'au moment des changements, et on a deux actions de suite où Odegaard il trouve des passes de l'espace, des passes incroyables, où on a la sensation que un peu comme avant, que tu as parlé tout à l'heure de l'époque des Invincibles, mais à un moment donné où Pat Vieira ou Henry a décidé à un moment donné de hop, on va changer le cours du jeu, la sensation qu'à ce moment-là, c'était un temps fort. Et que j'ai eu la sensation qu'Arteta, il cassait ce temps fort au pire moment. Alors que Rice, il a un problème qu'il soit changé, ok. Mais Odegaard, ça m'a vraiment ennuyé qu'il soit sorti à ce moment-là. Parce que souvent, malheureusement, dans des matchs comme ça reste un joueur qui trouve des différences quand il y a peu d'espace, c'est quand il y a une défense en plus qui prend la confiance. Parce qu'on a bien vu, première mi-temps, ils sont sortis sans but, ils étaient contents, et la confiance, ça monte hein, quand t'es en défense. Hein. Plus tu tiens, plus tu prends la confiance. Et du coup, je me suis dit, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Nwaneri, on lui donne sa chance, c'est très bien. Moi, je me suis même dit, quand j'ai vu Nwaneri, je me suis dit, il va pas sortir de garde, il va le mettre ailleurs. Mais je me suis dit, est-ce que, je me souviens que Raoul avait parlé de mettre Nwaneri et Odegaard au milieu, je me suis dit, ah bah tiens, à tous les coups, il va essayer ce qu'on dit les gars la dernière fois. Il va sortir Merino, il va mettre Nwaneri. Je me suis dit, ce serait quand même sacrément couillu, mais pourquoi pas? Et là, je me suis dit, ah ouais d'accord, il sort Odegaard maintenant. Je dis déjà, je trouve que c'est pas un cadeau pour Nwaneri, parce que ça lui donne quand même une sacrée responsabilité dans un match où on gagne pas, où on mène pas. Donc c'est pas un cadeau de lui faire ça. Il aurait pu le faire à d'autres moments plus tôt, dans de meilleures conditions. Et on déséquilibre tout de suite parce qu'en fait, tout à l'heure je disais 4 minutes, mais en effet c'est 6-7 minutes de décalage. On change 4 joueurs, on change notre formation, on passe Timber droitier à gauche, que moi je trouve qu'il est quand même beaucoup moins bon. Enfin, il y a un gros down quand même quand il passe à gauche. Un Partey qui revient alors que Timber il a pas arrêté de faire des appels, d'apporter des solutions. Alors on a discuté tout à l'heure des solutions que lui proposait, qui n'étaient pas toujours nettes, mais en tout cas il proposait des choses à Saka, à Odegaard sur ce côté droit que Partey on sait très bien qu'il le fait pas et c'est comme ça. Je me suis dit quand même c'est un sacré bordel qu'on est en train de mettre alors qu'on était dans un moment où on était censé un peu plus gérer, un peu plus on commence à plus à prendre en main le match et j'ai trouvé que c'était je discutais un peu avec Flo là juste avant qui écoutera sûrement aussi ce podcast-là. Salut Flo. Euh, il m'a dit on n'a pas perdu le match à cause d'individualité dans l'équipe, on a perdu le match à cause d'Arteta. Et Porco Flo il dit ça quand même. Très Donc c'est étonnant, mais c'est très pertinent. ouais.
Mais Ouais, il est en fait. Vas-y. sortir ton capitaine à la 60e, c'est quand même un statement assez fort. Et enfin, Mais ton moi, capitaine qui est en jambes, mais ton capitaine qui est en Surtout ça. jambes. sortir Parce et qu'on sait sortir qu'il a et des. sortir et sortir haut de garde quand tu as le game dans la poche, pas de souci. Tout le temps qu'on peut donner à Nwaneri, on y va. Moi, je suis toujours traumatisé du match contre Villa l'année dernière, où on était à 0-0, Oui. où Odegaard sort dans les 70 minutes, je sais plus, 72e, je 79e, crois, ouais. Et on et la perd 2 colonne zéro. vertébrale se craquelle immédiatement, quoi. Bon, ça s'est pas passé, soit, mais je sais pas, ça me paraît quand même bizarre quand il te reste, donc on va dire quoi, 35 minutes à jouer, de sortir, Est-ce de que sortir je son peux capitaine. sortir une balle supplémentaire sur Gabriel Jesus ou pas? Bah Oui, bah oui. vas-y, Bah, fais-le. la parole, mais Parce que toi, tu sais qu'ici, la parole, elle est libre, hein. Parce que, en fait, ce qu'on dit là, c'est quand Odegaard sort, ça déséquilibre l'équipe. Il n'y a pas que l'histoire d'Odegaard, en effet. Il y a Jorginho, il y a Partey, il y a tout ce que j'ai dit juste avant. Mais il y a des joueurs qui rentrent qui, pour moi, sont censés, tout à l'heure on parlait de plan B et de plan C, Gabriel Jesus, il n'est pas resté au milieu, il est monté. Havertz, j'ai trouvé qu'il avait joué un tout petit peu au début au milieu, et puis en fin de match, j'ai trouvé quand même qu'il bougeait plus vraiment et qu'il restait en haut et qu'il attendait les centres. Mais je me suis dit, bon, bah peut-être que Gabriel Jesus, il est là, justement, pour reprendre le ballon un peu, pour proposer des choses, pour être en dribble et tout. J'ai pas trouvé qu'il avait fait une mauvaise rentrée spécifiquement, mais t'es un joueur expérimenté. T'es un joueur qui connaît Arsenal. T'es un joueur qui est censé rentrer dans les matchs sans avoir d'appréhension comme un jeune peut avoir ou comme. J'attendais pas que Nwaneri fasse des différences. Franchement, Et qui est censé avoir faim, qui est censé avoir la dalle. ah oui, oui, oui. Et tu vois, et je me suis dit, à un moment donné, là, les autres, ils doivent prendre leurs responsabilités. Tout à l'heure, je parlais qu'Avert, il avait pas fait de tir, ou il avait presque pas tenté. J'ai regardé, il a eu une frappe, c'est une tête en fin de match. Il a eu une frappe. À un moment donné, il faut aussi que chacun, on peut pas tout miser sur Odegaard et Saka. Et ça, Les autres, faut qu'ils se réveillent. Et à un moment donné, les autres, faut qu'ils prennent leur chance. Moi, personnellement, j'en voudrais pas à des joueurs de prendre leur chance dans certaines situations, à lieu de toujours vouloir faire des passes sur les côtés, toujours vouloir centrer dans la surface. Les gars, ils me connaissent, à un moment donné, prenez votre chance, frappez. Par exemple, Trossard, j'avais plein de défauts, en tout cas, j'avais plein de reproches à lui faire pendant longtemps et encore aujourd'hui. Mais un truc que j'aimais bien chez lui, c'est qu'il n'hésitait pas à prendre ses responsabilités quand il fallait frapper. Et il nous a souvent sauvé de situations comme ça avec des buts clutch. Là, je me suis dit, Gabriel Jesus, faut que tu frappes. Averse, faut que tu frappes. À un moment donné, il faut aussi que vous, les gars, vous preniez un peu vos responsabilités. C'est vous les autres cadres. Les autres cadres aujourd'hui, Gabriel Jesus, il a le brassard hein, de temps en temps, les gars. Il n'a pas le brassard par hasard. S'il a le brassard, si Arteta lui donne le brassard par moment, ça veut dire que j'imagine que dans le vestiaire il doit parler, que sur le terrain il doit parler. Et ben à un moment, mon gars, faut assumer. À un moment donné, on te donne des responsabilités, faut les assumer. Moi, ça me rappelle Gabriel Jesus. Enfin, là, je parle pour lui, mais je peux compter aussi d'autres personnes dans le lot, Trossard, Martinelli et autres. Et là, Verts un peu pour le coup. Ça me fait penser à certains certains joueurs qui lâchaient Arteta quand il est arrivé. Un Aubameyang qui le lâchait à un moment donné. Il y a certains joueurs comme ça qui lâchaient complètement Arteta, alors qu'Arteta leur avait fait confiance pendant très longtemps, et même trop de confiance, moi, pour moi en tout cas à un moment donné. Là aujourd'hui, la sensation que j'ai, c'est que Arteta, il a donné beaucoup de confiance à des joueurs et que ces joueurs-là ne lui rendent pas. Et que lui, à un moment donné, va falloir qu'il tranche, va falloir qu'il coupe le cordon avec ces joueurs-là. Peut-être que tes Jesus, Martinelli, Trossard, tout ça, ils t'ont permis d'avoir des choses aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, la sensation que j'ai, c'est que ces joueurs-là, ils abusent de ta confiance et qui prennent pas leurs responsabilités, alors que tu as des cadres qui donnent 2 milliards de pourcents sur le terrain. Gabriel, Saka, Odegaard, Saliba a fait carrément son job pendant tous les matchs. Là, il était peut-être un peu fatigué ou quoi. Mais bref, tu as des joueurs qui sont au niveau, qui sont là, et tu as d'autres à côté qui sont là en touriste. Et c'est ça, Alors, moi, c'est ces joueurs-là que je reproche. Pardon, vas-y. Non, mais Martinelli, je sais pas s'il rentre vraiment dans ce cadre-là, parce que Martinelli était déjà là avant qu'il arrive. Mais voilà, oui, Il joue à Jesus. la place de Oui, titulaire, où c'est vraiment où il c'est un bien sûr, cadre. Tu vois. bien sûr, bien sûr. Mais Jesus, c'est à lui, quoi. Jesus, c'est un signing à lui, on ne peut pas le dire. Ouais, Et tu fais ouais. bien de reparler
de ses joueurs comme Oba. Enfin, c'est lui qui a re-signé Oba pour son contrat à 350 000 par semaine. Et où de là, c'est parti en. Enfin, ça s'est Ouais. écrasé, quoi. Ouais, c'est parti au clash. Je me demande s'il va pas y avoir des clashs, par exemple, à un moment donné dans le vestiaire ou des trucs, parce qu'à un moment donné, il va falloir dire des choses. Dire des choses qui fâchent. Arteta, t'es aussi arrivé en, en faisant des gestes forts quand même dans le club. Et là, c'est parfois la sensation qu'à un moment donné, là, il manque de nouveaux gestes forts. À un moment donné, il faut ressolliciter la Mais concurrence. pareil, Jésus, pour moi, a pas assez de temps de jeu pour pouvoir vraiment lui taper sur la tête. Je- Ouais. Martinelli a le temps de jeu pour se faire taper sur la tête. Trossard a le temps de jeu pour. Hmm. Moi, je répète ce que j'ai dit au début et ce dont j'ai parlé avec Raoul. Euh, Jésus, est-ce qu'on peut laisser un peu de part? Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas à gauche? Enfin, je sais pas, Bah, qu'on essaye un peu de tu- casser En fait, pour moi, il a essayé. Pour moi, quand il est à gauche, il est un petit peu handicapé sur certaines choses. Enfin, pour moi, c'est pas vraiment un joueur de couloir, même si il a des qualités, mais c'est pas vraiment un joueur de couloir pour moi, dans le système d'Arteta, c'est pas un joueur qui est vraiment efficace sur ce côté. Merci. Euh, et du coup, je trouvais que les reproches étaient aussi logiques de ne pas attendre que Jesus soit un monstre sur le côté et que et qu'il fallait plutôt le juger sur quand il revient dans l'axe. Et du coup, les quelques matchs qu'il a refait où il revient dans l'axe, moi je l'ai à pas Monaco, on trouvé. l'a Je trouvais vu. qu'il avait pas saisi finalement complètement son truc. Et je rappelle aussi quand même, Havertz est arrivé en neuf. Nketiah est parti, Balogun est parti. À un moment donné, Jesus, soit tu joues ta concurrence avec Havertz, ou soit tu acceptes quand même ton rôle, parce que je pense qu'à un moment donné, il a aussi accepté son rôle, sinon tu demandes à partir si t'es pas content, mais tu as accepté ton rôle de pas être le neuf titulaire. Ah, on sait très bien que Kai Havertz est le neuf titulaire depuis janvier l'année dernière, donc à un moment donné, tu as compris ton rôle et tu joues dans ton rôle. Là, à un moment donné, là, ce que tu es en train de faire, c'est que tu lâches et ton coach et ton équipe. Alors que on t'a laissé quand même beaucoup de responsabilités dans ce club-là. Moi, j'ai pas la sensation que comment dire, le crédit qu'on lui a donné depuis 2 ans maintenant, il nous le rend. Alors, je vais rebondir sur deux, trois trucs. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, Jésus, c'est bien de septembre 2022 à début décembre 2022. Il est parti à la Coupe Oui, du Monde, ben, il s'est blessé, pas bon. oui. Je t'ai interrogé il y a pas longtemps sur le brassard à Gabriel Jesus. Ça, j'ai toujours pas compris. Je pense que toi non plus. Mm, Je vois mm, pas le leadership que le mec peut avoir. Pour moi, c'est plus un fardeau pour lui d'avoir à porter le brassard, qu'il soit déjà mm, devant à marquer des buts et à être décisif avant d'avoir le brassard. Bref, il a eu des chances par rapport il y a 2 jours avec Monaco. Bon, il est un peu rouillé, il les a pas mises. Très bien. Il était décisif, il a fait une passe décisive, très bien. Jésus, je sais, on en avait parlé avec Raoul. Moi, je l'ai vu avoir un body language dans les matchs de Cup, de Carabao Cup, sur des buts qui sont marqués par Nwaneri d'ailleurs, où le mec fait rien ressortir, quoi. mm. Ouais, ouais, oui. Tu vois le but de Nwaneri, le mec, tout le monde lui saute dessus, et lui, il est, enfin, en électroencéphalogramme plat. Et il y avait une autre vie, il y avait un autre benchcam qui était sorti où tu le vois pareil sur la ligne de touche prêt à rentrer quand il y a un but qui est marqué, où bah, le mec, c'est le seul qui est complètement neutre, quoi. Et alors je sais pas, hein, peut-être qu'il pense à autre chose, mais je sais pas. Quand t'as le mec en Carabao Cup qui a 17 ans qui marque un but, il a marqué un doublé d'ailleurs, je crois, non? Je Mhm. sais plus si c'est contre Bolton ou contre Preston. Aston. Alors tout le monde va le féliciter, à part le Jésus qui est dégoûté parce qu'il a pas mis le tapin derrière. Je sais Mm, pas, mm. ça me dérange. Moi, messieurs, je vais quand même vous proposer un autre angle, pas d'attaque, mais de réflexion. Et je précise tout de suite, j'en suis pas et je ne suis pas de ceux qui sont en mode Arteta out. Comme ça pose directement les choses. Mais plan B, plan C, j'y reviens. Tu évolues aujourd'hui, tu évolues contre le 15e de PL, qui, à part à la 6e minute et une frappe de Doucouré, ne te propose offensivement rien du tout. C'est le néant. Là-dessus, on est tous d'accord. Toi, tu persistes à être dans un système en, je ne sais pas comment on peut le dire. Pour moi, c'est un 4-5. Allez, 4-5-1,
4-1, 4-1, si on veut. Euh, Et tu fais des changements. Tu es pénalisé par des blessures. Tout ça, c'est factuel. Et dites-moi si vraiment je me trompe, mais je n'once que des faits. Tu On es sent on sent le nostalgique du 4-4-2 qui arrive. Non, non, absolument Vas-y. pas, parce qu'on n'a pas les joueurs pour le faire. Je l'ai déjà dit. J'adore le 4-4-2, mais on n'a pas les joueurs pour le faire. Parce que du coup, dans un 4-4-2, tu es obligé de mettre Ødegaard comme, excusez-moi pour les plus jeunes, mais comme Djorkaeff évolué en équipe de France, c'est-à-dire en 9,5 qui tourne autour d'un 9. Et on n'a pas le 9 pour. Donc du coup, le 4-4-2, moi, avec cet effectif-là, je l'ai abandonné. Par contre, je suis un nostalgique d'une équipe qui assume un système de jeu et qui joue avec ses forces et qui ne s'adapte pas sans cesse avec un adversaire. C'est plus là, elle est plus là ma nostalgie. Donc, je reprends mon argumentaire. Tu es touché par des blessures. Elles sont factuelles. Calafiori, Tomiyasu, White, alors on a Zinchenko, on a les blessés effectifs, incapables de jouer, et on a les joueurs sur une patte. Rice, ça fait quand même 2 matchs qu'il sort très tôt dans la rencontre parce qu'il a des douleurs. Je rappelle qu'avant Monaco, Timber, pardon, putain, Timber et Partey ne se sont pas entraînés la veille parce que incertains. On se rappelle tous de ça. Donc, à un moment donné, tu dois aussi préserver ton effectif et tu dois faire des choix qui sont forts. Est-ce que sur une rencontre comme celle-ci, messieurs, on ne peut pas se dire, changeons le système. On a un attaquant de pointe sur le papier à Everton. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas évoluer dans un 3-5-2? Et quand tu fais tes changements, quand tu sors, je ne sais même pas qui, mais est-ce qu'à un moment donné, si tu dois faire rentrer, bah, je prends l'exemple, si tu dois faire rentrer Partey pour le mettre arrière droit, pourquoi à un moment donné, tu ne fais pas rentrer un Kivior et tu fais une défense à 3 avec Saliba, Kivior, Gabriel? Et tu En mets fait, des. Vas-y. avec le ballon, on joue. On joue pas en 3-5-2, mais on joue en 3-2-5. En attaque avec notre latéral intérieur. Donc avec le ballon, on joue quasiment tout le temps. On attaque quasiment tout le temps avec MLS là qui rentrait tout le temps. Ou sinon ça va être Calafiori, ou alors sinon c'était Ben White pendant un moment qui jouait ce rôle-là. Mais du coup, t'as tes trois, t'as tes deux avec Rice et avec MLS là pendant ce match-là. Et après, t'as on va dire ta ligne de 5 avec Martinelli, Merino, Havertz, Odegaard, Saka. Et donc, j'ai envie de dire, je comprends ce que tu veux dire, mais finalement, dans l'animation offensive, on joue en 3-2-5 quasiment tout le temps. Non. Ah, moi, je suis pas d'accord avec toi du tout, hein. Même Après, s'il est ça là bouge. Après, on 0-1. sait que les 5 ils Après, bougent ouais, beaucoup devant, mais ça bouge définir beaucoup. un système de jeu avec Arsenal, franchement, si on s'amusait à faire des arrêts sur image toutes les 5 secondes, tu changes de système. Donc, est-ce qu'il faut s'empêtrer dans un système? Là où je veux en venir, c'est que Arteta a fait des choix de changement qui, pour moi, ne sont pas cohérents avec les forces en présence, d'une part, avec les joueurs en forme et ceux en difficulté dans cette rencontre-là. Et en plus de ça, pour faire changer, moi l'exemple le plus flagrant, c'est quand même l'entrée de Timber. Putain, je vais pas y arriver. L'entrée de Partey à droite pour mettre Timber à gauche. Si tu dois sortir MLS, laisse Timber Mais à Tierney. droite, mais Tierney à gauche. Me dis pas qu'un latéral gauche comme Tierney, qui est beaucoup plus offensif, qui mange sa ligne, qui est capable, qui a une qualité de pied gauche, de centre, mais à un moment donné, on lui laisse quand sa chance. Parce que faire des effets d'annonce en disant oui, Tierney, il revient à 100%, il fait d'excellents entraînements. Bien sûr qu'il mérite de jouer, ça ne va pas tarder, mais arrête de prendre les gens pour des idiots. Moi, l'Arteta comme, j'en peux plus. Vraiment, encore une fois, je répète, je ne suis pas Arteta out, parce que je n'oublie pas ce qu'il a fait, d'où il a repris le club, ce qu'il a mis en place, etc. Mais, et on en a parlé avec Jonathan cette semaine, qui reprenait les propos d'Axel qui disait avec Arteta, nous ne gagnerons rien. Je suis d'accord avec Axel, mais je le nuance en Ah, disant que j'étais pas d'accord avec ça, hein. oui, mais moi, je suis d'accord avec Axel. Et Moi je non l'ai plus. nuancé en disant que si Arteta ne change pas et reste sur ses idées qui sont très figées, on ne gagnera pas l'APL et on ne gagnera pas la Ligue des Champions. Dans tous les cas. Par contre, il y a un autre.
j'aurai juste le temps. Putain, ouah, ça passe trop vite. Il y a un autre point de vue sur lequel je vous amène juste à réfléchir. C'est que depuis le départ d'Edu, et ça fait quand même 2 podcasts que je vous dis, 3 podcasts avec le podcast spécial départ d'Edu, où je vous dis que le départ d'Edu, il n'est pas lié à une promotion ailleurs, etc., et qu'il est lié à une friture dans le club. Alors, si je me trompe, tant mieux. Je suis quelqu'un qui est assez fier d'avoir raison. Je vous le dis, messieurs. Mais pour moi, Edu est parti à cause notamment d'Arteta sur 3 sujets. L'arrivée de Merino, le gardien et l'arrivée de Sterling. Et à l'époque, quand tout allait bien et que Arteta et Edu étaient meilleurs potes, Edu était toujours un petit peu en mode je protège Arteta. Mais là, Arteta, de par les choix qu'il fait dans le mercato, de par les choix qu'il fait dans son système de jeu, et sachant que Edu est parti, il a de plus en plus de responsabilités. Et bizarrement, plus il a de responsabilités et plus il est sur la première ligne de front, plus il est en train de se planter. Je ne vous demande pas de réagir à chaud, etc. Mais réfléchissez ça, réfléchissez-y, messieurs. Vous pouvez me donner votre point de vue maintenant, hein, mais on pourra en parler dans d'autres épisodes si vous le souhaitez. Mais voilà, je me suis emballé et j'ai pas dit de gros mots, donc c'est une bonne chose. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que je fais fausse route? Je sais pas si je suis d'accord sur tout. Je sais que moi, j'ai vu des trucs où la gestion du gardien cet été a posé problème, où Inaki Kanya a toujours poussé un peu pour qui il voulait. C'est comme ça qu'il a eu Raya. Euh, et c'est lui qui poussait pour ce gardien des deux Espagnols. Ouais, J'ai espagnol, plus ouais, son nom en Garcia. tête. Garcia, ouais, je crois. Garcia, où du jour au lendemain, il est passé à 35 millions, le mec, on ne sait pas d'où ça sort. Et là, Edu a dit, on arrête les conneries, on est à J-2. Donc lui, avec son prix qui augmente toutes les 2 heures, on va arrêter, on va prendre quelqu'un, donc on s'est rabattu sur Neto. Voilà. Oui. Moi, c'est ça que je Aussi, sais. Après Merino, Sterling, ça, ce il y sont avait, des rumeurs et il y a un petit peu enfin, voilà. Après moi, qu'un entraîneur de nos jours prenne autant de pouvoir, pour moi, qu'Arteta, par exemple, soit dans les gens qui vont décider du prochain directeur sportif, moi, ça me dérange un peu. J'aime bien le côté où tu as, enfin, Thomas Il en a y a parlé conflit très d'intérêts. longtemps, Il y a où, conflit où tu d'intérêts. as Tu peux un pas. directeur sportif, tu as un directeur sportif qui dirige la politique du club à 4, 5, 6 ans, euh, ça me paraît primordial. Que ce soit Arteta qui fasse partie des gens qui nomment un mec qui est, entre guillemets, alors, suivant les clubs, le directeur sportif est au-dessus du coach, comme l'a été Edu quand il a remercié Emery, par exemple. D'autres où ils sont plus ou moins au même niveau, je sais pas. Mettre tous ces deux dans le même panier, c'est jamais bon, de toute façon. On est Et d'accord. après, je crois que c'est surtout enfin, il a un droit de regard sur la personne qui va être à ce poste-là, mais pour moi, il n'a pas forcément le dernier mot vis-à-vis des Kroenke. Je pense, il a quand même déclaré qu'il était complètement impliqué dans le recrutement du directeur sportif. Ça, c'était la citation sur The Athletic. Donc bon. ouais. Après, oui, je suis mitigé sur cette question-là. C'est vrai que à un moment donné, c'est évident que qu'il doit être challengé et qu'il peut pas être tout seul dans sa réflexion. Je pense qu'il l'est aussi avec ses coachs assistants. Mais je pense aussi que tu peux pas non plus avoir 2 personnes qui sont en opposition sur le projet. Je pense que la force qu'a été le duo Edu-Arteta, c'est quand même une vision commune d'un projet sportif avec des paris qu'ils ont fait ensemble, des bons coups qu'ils ont fait ensemble, des erreurs qu'ils ont fait ensemble, mais c'est aussi un alignement qui fait que tu réussis. Si à un moment donné, euh, ton, ton directeur sportif il te casse la tête sur toutes tes décisions et qu'il n'est pas d'accord avec les trucs, etc., c'est comme vous au boulot avec votre directeur. Je veux dire, si à un moment donné, si Ah ça non, se mais passe absolument. bien, Ah, tu vois. Donc, enfin, pour moi, c'est pas non plus un scandale. Je mais d'un autre comprends que côté, si c'est que ça si, nous questionne, mais c'est pas un scandale non plus, tu vois. si c'est Jason Aito qui reprend le directeur sportif,
c'est pas lui qui va aller challenger Mikel Arteta, hein. Bah, Tu prends exemple. Ouais, je monsieur, pense. je Alors, me je permets pense pas, juste de mais vous couper. Attends, je vas-y, me vas-y. permets juste de te couper, Thomas, avant de te laisser la parole. Je vous propose juste de clore assez rapidement, parce que du coup, on pourra faire un épisode spécial là-dessus. Mais moi, le but, là où je voulais vous amener à, à, à réfléchir et à peut-être me donner votre avis, c'est sur la responsabilité d'Arteta dans le match comme celui-ci, où on peut dire il a un plan B, un plan C, etc. Mais là, rien n'a fonctionné, rien n'était cohérent. Et est-ce qu'il ne commence pas à y avoir une part de fébrilité là-dedans? Parce que moi, ce que je vous donne, c'est bien sûr, c'est beaucoup plus simple de moi, de mon canapé, bien au chaud, à regarder, etc. Mais tu as des joueurs blessés, tu les fais ben, blessés ou presque blessés, ou un certain qui ne s'entraîne pas, tu les fais quand même jouer une demi-heure, alors que tu as des joueurs que tu dis en conférence de presse être en pleine possession de leur capacité et qui sont revenus à leur top physique, mais qui jouent pas. Tu enlèves ton meilleur meneur de jeu pour faire rentrer quelque... Pour moi, il n'y avait rien de cohérent. Et là-dedans, pour moi, Arteta s'est planté dans ce match-là. Je sais pas si c'est ce match-là où il s'est planté. Peut-être pour résumer vite fait là, ce que je pense, c'est pour moi, ces joueurs l'ont lâché sur leur performance et leur niveau d'exigence. Et là où il a, pour moi, où on va dire il a sa part de responsabilité, c'est le fait qu'il continue de faire confiance à des joueurs qui ne lui rendent pas en termes de performance. Et que, en effet, sur ce mercato, ce que je regrette, c'est d'avoir quand même eu des joueurs qui, offensivement, hein, on parle vraiment offensivement parce que sur le reste, on est plutôt solide. euh, on n'est pas des joueurs qui sont en capacité de faire mieux. C'est-à-dire que tu vois, même Sterling, ne pas le voir, on est 14 décembre. À aucun moment, il a une Mm, minute de temps de jeu. Il arrive pour venir. Bah oui, t'as des joueurs qui ne font pas de différence ou qui performent pas. Bah, à un moment donné, il est arrivé là pourquoi? Pour chauffer le banc, pour préparer les serviettes, pour préparer. Non, il est venu là pour jouer à un moment donné. Enfin, donc je me dis, oui. Après, ce que tu dis sur Tierney, tout ça, bon, je nuancerais ça parce qu'il y a des blessés partout et que Tierney, ça reste quand même pas une solution idéale. Mais moi, offensivement, aujourd'hui, on n'a pas de blessés, hein. Moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, offens- offensivement, on n'a pas de Offensivement, ouais. blessés. On n'a pas de blessés, nos joueurs titulaires sont censés être là, le projet est censé être là, enfin tout le monde est censé performer en fait. Donc ça me prend fou que même avec une défense un peu compliquée, on arrive quand même à gérer alors qu'offensivement on a tout le monde et qu'on plante rien. Mm. Très bon point, absolument. Mais tu sais, on dit souvent que contre les blocs bas, on n'y arrive pas. Mais en fait, je pense que c'est parce que du coup, contre les blocs bas, le fait d'avoir un bloc bas, par définition, ils t'attendent. Et le fait de dire à tes joueurs, il faut garder la possession, patati patata, bah, la possession, si elle est stérile, tu n'apportes pas de danger. Et on manque du coup ce que moi j'appelle un dynamiteur, tu vois. Le mec qui va prendre, comme tu l'as dit avant, sa responsabilité, qui va peut-être frapper de 25 mètres parce que c'est fermé, et qui va proposer autre chose que du jeu à la baballe. Messieurs, on va conclure sur deux choses, les tops et les flops de cette partie-là. Bonne chance. Et puis, parler peut-être juste de conclure avec la partie championnat et classement et laisser la parole pour la partie instant passion de Jonathan, puisqu'on parlait d'occasions manquées, puis on est clairement dedans. On va commencer par les flops, messieurs. Est-ce que vous avez envie de vous lancer? Ou qui a envie de se lancer? Bah écoute, moi ça va être très, très rapide, hein. Ça va être Martinelli et Merino que je. Ok, deux flops. Ouais, ouais. Mais je pense que Merino, pour moi, il a encore besoin. Il peut jouer, il peut avoir du temps de jeu, mais c'est quelqu'un que je ferai rentrer en seconde mi-temps quand on est un petit peu confortable et qu'il y a une dynamique positive dans l'équipe pour le mettre le plus en confiance possible. Donc, Surtout avec la titularisation de MLS ce soir. Et Martinelli et Merino. Martinelli, Oui, bon, après, je pense. Martinelli, Martinelli, je pense que c'est bon. les matchs se suivent et se ressemblent malheureusement. Thomas, au niveau des flops, Moi, j'aurais dit Martinelli. Après, j'hésite. En effet, ça aurait pu être Merino. Ça aurait pu être Trossard. Ça aurait pu être Jesus. faut En mettre vrai, j'ai trois, hein. envie, j'ai envie de mettre la doublette Martinelli-Trossard et je vais laisser un peu de marge à Marino, même si son match est pas très bon pour moi. Ok. Et moi, ça va être simple, Martinelli, Merino, Arteta.
Voilà, comme ça, c'est fait. Euh, Petit bonus sur Ouais, ce que tu disais tout à l'heure. vas-y. Diogo Jota qui rentre pour Liverpool à 10 contre 11 et qui marque le but pour revenir à 2-2. Voilà, ça c'est ce que j'appelle un joker. Les grandes équipes ont des jokers. City a des jokers, avait des jokers les années Avait. précédentes en tout cas. Liverpool en a, nous on n'a pas de joker. On a Sterling. Ouais. Vos Voilà. tops, messieurs, si vous en avez. Pour moi, le top, c'est Gabriel et ce retour de fou qu'il fait en première mi-temps, là. Ouais. Pour nous, Bien sûr. à la sixième, pour nous sauver la Ouais. vie, parce qu'il était seul tout, le gars. Odegaard, le pauvre, on ne sait pas ce qui s'est passé. Heureusement qu'on n'a pas pris de but, parce que sinon, on aurait entendu parler. Mais Gabriel costaud. Donc, merci, Gabriel. Ok. Thomas? Ouais, Gabriel aussi, et son sérieux tout le long du match et sa détermination. Je mettrai quand même Odegaard à côté, même si je sais il s'est chié devant le but et ça m'énerve. Mais je trouve que ça reste quand même celui qui mène la bataille tout le long, qui a fait des passes incroyables et qui a fait tellement de choses quand même sur le match. Je le mettrais, allez, si j'en mets trois, je mets Saka aussi évidemment à côté. Mais voilà, je pense qu'il faut faire attention entre quand il y a des gens qui ont du déchet, ça veut dire qu'ils font des choses, qui proposent des choses et qui prennent leurs responsabilités, contrairement à d'autres. On peut se cacher pendant tout un match, c'est facile, mais quand on est cadre, on prend ses responsabilités et c'est ce qu'il a fait, avec à la réussite et de la non-réussite. Ok. Et moi, je vais mettre Rice pour l'heure de jeu qu'il a faite parce que sur l'aspect défensif, même si 73% de Oui, possession, oui, oui, etc., il n'y a pas grand-chose à faire. Mais il fait un bon match. il a fait un gros match le temps qu'il était là. MLS, parce que deuxième titularisation, c'est pas le titulaire le plus, entre guillemets, indiscutable dans la tête d'Arteta. Et en tout cas, ça fait 2 fois qu'il est titulaire et ça fait 2 fois qu'il fait ses matchs, qui sort, d'après moi, beaucoup trop tôt, mais voilà. Et j'hésite entre Gabriel et Saliba. Je vais mettre Gabriel également parce que encore une fois défensivement sur ce qu'il y avait à faire ils ont été bons. Gabriel alors il y a ce retour Salvateur qui penche un petit peu dans la balance. Messieurs, en introduction, je vous le disais, pour moi, c'est un match nul au parfum de défaite. Euh, alors, J'en ai parlé dans le dernier podcast. Thomas, avec les artilleurs, vous avez fait, il y a de ça 3 semaines, vous avez enregistré il y a 3 semaines. La partie 1 est sortie il y a 2 semaines. La partie 2 est sortie la semaine dernière, qui étaient les 9 bonnes raisons de croire encore au Au titre. titre. Pardon. Titre. Et Euh, les 10 bonnes raisons. ouais, il y a eu la 10e, Ouais, ouais. c'est ça. Ouais, Et bonus. d'ailleurs, Il a spoilé. d'ailleurs, la Il a 10e, elle spoilé. est. Je vais pas la dire, mais la 10e, pour moi, est peut-être la seule encore qui pourra nous faire croire jusqu'au bout. Parce que, très honnêtement, il y a des choses sur lesquelles je n'étais pas d'accord, bien entendu, tu sais certainement lequel. Bien sûr. Mais sur les 9 raisons. Mais je vais. Je vais laisser la parole à Jonathan, mais pour moi, aujourd'hui, on ne peut plus croire au titre. J'avais dit la semaine dernière mercredi, que jusqu'à la fin décembre, il fallait qu'on gagne tous nos matchs. Qu'on regarde plus en haut du classement, qu'on gagne tous nos matchs et qu'on fasse un point début janvier où on en est. On fait un match nul. Dans le même temps, Liverpool réduit à 10 contre 11 et mené 2 fois arrache un match nul. Donc on ne prend pas de points. Et si City gagne demain contre United, revient au même nombre de points, à notre hauteur, au même nombre de points avec une différence de but légèrement inférieure à la nôtre, alors qu'ils ont déjà perdu 4 matchs et que tout le monde est dit en crise. Je demande, voilà, je pose ça là. Jonathan, tu parlais d'opportunités manquées. Je te laisse la parole dessus. Bah, je pense que tu viens de bien de résumer la Ah merde, situation. je t'ai volé ton On est instant tous, non, passion. mais Merde. non, non, c'est pas ça. C'est que je pense on est tous fans d'Arsenal. Enfin, on sait ce que c'est la vie d'un supporter d'Arsenal de toute façon, hein. Euh, Dans le meilleur comme dans le pire, souvent dans le pire. On a trop souvent eu ces moments au conditionnel, et si, et si, et si. Un bon exemple en date, la saison où Leicester est champion, par exemple. Et on est toujours à scruter le Mm. classement et à regarder les points, les machins, les trucs, à se dire, et si là on fait ça, là on est bien. Alors je vais pas prendre l'année dernière comme exemple, parce que c'est pas le bon exemple, je pense. Pour moi, l'année dernière, ce que j'ai un peu en travers de la gorge, c'est Hugminson qui se plante contre City à l'avant-dernière journée. C'est plus ça que j'en travers de la gorge. Mais on a très souvent eu ces moments où on a frôlé des choses superbes et on n'arrive pas à saisir les opportunités. On l'a eu la semaine dernière.
de faire différence. On l'a eu cette semaine de faire différence. On sait que Liverpool, cette année, ils sont incroyables. Là, c'est 2 journées d'affilée où on a l'occasion de rattraper du retard Oublie pas et on n'y Chelsea, hein. arrive pas. Pour Chelsea, moi, non ils font mais pas de bruit, mais oui, oui, oui. Chelsea, c'est Chelsea. Pour l'instant, le top, c'est Liverpool. Donc, je regarde Liverpool pour commencer. Maintenant, moi, tant que mathématiquement c'est possible, bah, je suis pragmatique. Je suis désolé, non, mais mais j'y tu croirais as raison. Mais moi, je l'espère mais- encore. mais J'essaie juste j'y d'être un peu plus croirais. objectif, L'an quoi. dernier, si je me plante pas, l'an dernier, on a 5 nuls, 5 défaites. Et là, on en est à 6 nuls, 2 défaites. On C'est perd ça, je crois, hein. Bournemouth et Donc c'est-à-dire qu'au niveau, enfin, si on se compare, on peut encore finir sur plus ou moins le même nombre de points que l'année dernière. ouais. Donc c'est pas infaisable. Ça veut dire en faisant un sans faute jusqu'au bout, hein, mais why Mais not? mais là voilà, là on joue contre le 15e du championnat. Alors Ah, mais après, j'entends souvent l'expression c'est pas des peintres. J'entends que c'est pas des peintres, mais on est ah, Arsenal, mais on est à la Everton, ça fait quand maison même des années contre le qu'ils 15 jouent le maintien maintenant. Donc, contre, il y a un moment contre, donné, il faut contre, aussi. contre, contre, contre le 15e. Il fallait y aller là. Après, j'ai Et on déjà avait, des. Voilà. on avait notre équipe quasiment type. Ouais. Ah oui, c'est clair. À un joueur près, et qui est encore un super joueur, on avait le 11 type. Donc, ça Thomas, fout du encore un peu coup, plus les boules, quoi. de ton côté, Si je crois toujours au titre? bah, d'une part, et puis, ouais, ouais, Oui, oui, oui. Moi j'y crois ok. toujours. En Alors après, effet, je te parle, je te pardon. coupe, je précise juste que quand je dis que je n'y crois plus, ça veut pas dire que je l'espère pas, hein. Qu'on soit bien d'accord, Ah, hein. bien sûr. Il y a la Non, mais différence oui, entre le oui. côté Oui, oui, supporter, bah, si tu supporter n'espères plus, et le mec un peu objectif qui dit qu'en fait, Hmm. on loupe beaucoup trop d'occasions à chaque fois pour revenir. Et voilà, pardon, excuse-moi Thomas, je te laisse la parole. Non, non, mais de toute façon, un titre, c'est, voilà, je veux dire une banalité, mais le titre, c'est un croisement d'une volonté de gagner et que les autres te laissent gagner. Donc, à un moment donné, si les autres continuent de te laisser gagner ou continuent de te laisser une chance de gagner, ce que fait Liverpool actuellement, ou ce que font City, ce que fait City actuellement, il reste une chance. Après, ça ne nous enlève pas le fait qu'il faut prendre cette chance. Donc, moi, aujourd'hui, il reste encore mathématiquement des possibilités. On a un Liverpool qui vacille, on a un City qui vacille, on a un Chelsea qui vient, mais voilà. Ce que je dis depuis quelques temps, c'est que ça n'a jamais été aussi incertain. Maintenant, en effet, il faut le prendre. Il faut qu'on ait envie de le prendre et il faut qu'on s'installe parce qu'à un moment donné, là, on joue pas comme si on avait 6 points de retard. On joue comme si C'est on avait ça. 6 points d'avance. Et rappelons qu'on a quand même joué à la maison. En fait, voilà, on joue à la maison. Si, Oui, c'est si, chiant, hein. C'est si, chiant, si, hein. si erreur il doit y avoir dans le championnat, ou contre-performance, tu t'attends à ce qu'elle soit à l'extérieur parce que tu te fais manger physiquement par le public, que tu te fais Hmm. dessus, Oui, oui, oui. mais pas à la À maison, Villa, pas contre Newcastle. Everton. Non, non, Hmm. là. Et c'est là où, euh, par rapport aux 2 autres années où on fait deuxième, on proposait des fois peut-être pas trop de qualité, mais on savait les mettre au bout, on proposait d'autres choses. Là, c'est tellement stérile, tu as l'impression que, en fait, on va rester jusqu'au bout avec nos certitudes et que peut-être que si on récupère un titre en Cup ou en Carabao, on aura sauvé notre saison, mais non. En fait aujourd'hui, quand tu t'appelles Arsenal, le minimum, c'est d'être dans le top 2 de la PL aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. Alors après, il y a ce que tu mets en place pour y arriver. Mais nos attentes, c'est d'être minimum dans le top 2, c'est d'aller plus loin ou faire aussi bien en Ligue des Champions et d'aller chercher les cups. Aujourd'hui, c'est pas super bien parti. Maintenant, l'avenir nous le dira et il y a des matchs qui vont encore s'enchaîner. Mais voilà. Il me reste moins d'une minute, messieurs. Je voulais juste vous remercier. Vous m'avez Merci. votre calme et votre optimisme m'ont fait un petit peu redescendre de ma colère. On y croit, on l'espérera le titre jusqu'au bout. Et puis on verra ce que donneront les prochains matchs. Et demain, gros derby à Manchester. Je vous souhaite un très bon week-end, messieurs. Merci de votre participation et de votre expertise. Et Common Gunners. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.